le référencement, ça demeure une excellente source de recrutement. Ça devrait toujours être la première source où tu dis, on regarde dans notre réseau, on s'assure que tous nos employés, c'est des ambassadeurs. What's up, folks? Bienvenue sur Ça se passe. Aujourd'hui, je jase avec Sébastien Savard, CEO chez Sourcing, une agence de recrutement en tech, entre autres. Seb, c'est aussi le cofondateur de Collap, une plateforme de sourcing RH. J'adore Seb, c'est un des dudes qui me fait le plus rire avec ses histoires. Donc, on va se craquer aussi du stock tactique par rapport aux embauches en tech. Puis ensuite, on va explorer tous les challenges de starter un produit qui est dog-foodé dans une boîte de service profitable. Alright, on passe au show. Let's go! Sébastien Savard, bienvenue sur Ça se passe. Merci, Frank. Comment ça va? Ça va super bien. Cool, je suis content qu'on prenne le temps de se jaser aujourd'hui. Yes. Je demande souvent aux guests comment on s'est connus. Via Spectrum? Via Spectrum, je pense que c'était au Nectar Café. Oui. On avait pris un café. Ouais. C'était random. On a jasé de plein de trucs. C'était-tu après que j'avais vendu Snipcart? T'étais dedans. J'étais dedans. Hein. T'étais dedans ou vers la fin. Fait que on avait parlé de ça, puis tout le kit. Mais c'est via Spectrum, à cause de Lee Rousseau. C'est ça. Ben, on leur dit bonjour aux amis. Yes. Parce que vous étiez en train de développer votre propre plateforme à l'interne. Exact. On va pouvoir en parler. Ouais. Avant, donner un contexte de t'es qui, toi? Un petit recap de t'es qui. Ouais, ben écoute, professionnellement, parce que j'ai plein d'autres facettes, mais j'ai démarré Sourcing il y a environ pratiquement 10 ans. Mais avant ça, j'ai toujours été recruteur, plus spécifiquement sourcer. Fait que ça, c'est une spécialité dans le recrutement depuis 2010. Fait que j'ai jumpé très tôt dans la sphère du sourcing puis de la spécialité, de la recherche. Explique donc c'est quoi sourcing versus recrutement, mettons. Ouais, exact. Ben, tu as les ressources humaines que les gens connaissent. Une des spécialités en ressources humaines, c'est le recrutement. Ouais. Puis une des spécialités dans le recrutement, c'est le sourcing. Donc, c'est d'être capable de trouver des profils passifs qui sont pas en recherche puis de les convertir en candidats intéressés. Fait que le recrutement a toujours fonctionné de la même façon. On attire un max de profils pertinents intéressés. Puis à travers ces profils-là, on tente de trouver c'est qui les gens les plus intéressants pour nous. On les filtre avec des entrevues puis on close un poste. Le sourcing, c'est l'inverse. On va trouver un paquet de gens qui sont intéressants pour nous sur papier. On va tenter d'en convertir un maximum intéressés. Puis ensuite, on close le process. Fait que c'est un peu de prendre le processus à l'envers. Donc, j'en ai fait ma spécialité. 2010, là, si on y repense, c'était le début de LinkedIn. De plus en plus de gens étaient présents sur le web. De plus en plus d'informations étaient disponibles. Puis à l'époque, j'étais recruteur chez Rona tout de suite après l'université. Puis le cirque m'avait approché là, pour que je joigne leur équipe de sourcing. Fait qu'il y avait déjà une équipe super sophistiquée en recherche de profils. Le talent au cirque, c'était comme clé, là, on s'entend. Donc, ils ne pouvaient pas se permettre de juste attendre les profils intéressés. Le cirque recevait énormément de candidatures, comme tu peux t'imaginer. Ouais. Mais c'était pas... De clown? Ouais, exact. De clown puis d'artiste. Ouais, non, mais c'est une bonne blague parce que tu le sais, puis je pense que tu en as parlé dans ton pod quand vous parliez de recrutement, t'attires énormément de profils, mais pas nécessairement ce que tu veux. Tu as comme 90-95% qui n'a pas rapport. Fait que c'est nécessairement d'être plus proactif pour aller trouver c'est qui que j'ai besoin puis de les convertir. Fait que le cirque était déjà dans ce mindset-là. Nice. Puis en 2010, il y avait une équipe à l'interne qui faisait que ça. Fait que nous, on trouvait des profils partout, là, sur LinkedIn, dans théâtre, dans différents réseaux, puis on les approchait pour voir s'il y avait de l'intérêt à discuter avec le cirque pour une job. De 2010 à 2013, là, j'ai fait ça à temps plein. Le cirque, à l'époque, avait beaucoup de budget, était très, très, très avancé dans ses méthodologies. Fait que sans le savoir, très jeune dans ma carrière, j'ai comme appris énormément. Puis je faisais ça à temps plein, là, 40 heures semaine. C'est là où j'ai perfectionné beaucoup des techniques, des façons de faire. On parlait avant de commencer, là, Denver, il y avait énormément de conférences, de blogs sur le sourcing, les États-Unis étant vraiment à l'avant-garde de ce qui se passait. OK. C'est là où j'ai beaucoup lu, je me suis intéressé, puis j'ai commencé à penser à un modèle différent là, de recrutement qui était encore assez traditionnel à l'époque.
J'ai joint Keurig, qui est une compagnie américaine, Keurig Green Mountain. Maintenant, c'est Keurig Dr Pepper. J'ai été recruteur pour eux pendant 2 ans. Mais encore une fois, ils s'attendaient de moi que je sois le sourcer de la gang. Fait que là, on snappait des profils très nichés. Là, est-ce que n'importe quel recruteur fait nécessairement du sourcing? Non, pas nécessairement. Parce que les recruteurs, surtout en entreprise, vont généralement avoir quand même un gros volume de recrutement. T'sais, ils vont avoir 10, 15, 20 postes à s'occuper. Fait qu'ils doivent gérer tout ce qui rentre. Le inbound. Le inbound. Manager tout le process pour rencontrer ces gens-là, booker les entrevues, faire les tests, les offres, les projets. Fait qu'il y a une notion de temps pour beaucoup de recruteurs qui est pas présente. Ils n'ont pas le temps de faire le sourcing. C'est comme le sourcing est plus intentionnel et plus outbound pour trouver le monde dont toi tu as besoin. C'est ça. Versus d'être un peu comme le recipient de tout l'inbound. Exactement. Puis tu sais, tu n'as pas le choix d'afficher des postes et d'être présent sur le marché pour te présenter comme un employeur de choix pour que les candidats se disent « Hey, ça peut être une boîte où je considérais travailler, tu as créé ce brand-là pour attirer, tu n'as comme pas le choix. Mais ça vient avec beaucoup, beaucoup de bruit sur la ligne. C'est bon. De profils non pertinents. Fait que Keurig avait, écoute, à l'époque, on était en forte croissance, là, les machines à pods, là, ça levait énormément. Aux États-Unis, c'était des volumes incroyables de recrutement. Une équipe d'à peu près une trentaine de recruteurs à temps plein, des centaines de postes ouverts. Mais il n'y a personne qui faisait de sourcing, puis personne ne savait nécessairement comment le faire. Donc, j'ai joint l'équipe. Mon mandat, c'était vraiment de monter une stratégie de sourcing, bâtir des pipelines, puis former l'équipe. Puis un peu évangéliser la business sur prioriser les bons postes pour aller chercher les meilleurs, puis pas seulement les meilleurs qui appliquent. Keurig était dans le CPG, le Customer Packaged Goods. C'était encore un petit joueur comparativement au Heinz, Mondelez, Danone de ce monde, puis il voulait aller chercher les meilleurs profils. Mais, tu sais, si t'es qui account manager chez Heinz aux États-Unis, tu ne penses pas appliquer chez Keurig. Sauf que si tu te fais approcher, que tu as la bonne approche, tu es capable d'aller convertir ces gens-là en candidats pour nous. Puis là, c'est là où le modèle sourcing a commencé à faire son sens dans ma tête. Là. Puis là, juste pour être sûr que le monde distingue, là, on parle de sourcing. Oui, sourcing, et exact. Là, tu nous parles de sourcing. Oui, on va se trouver une façon là, que je te discerne les deux. Mais, la compagnie. Ouais, la compagnie, à ce moment-là, là, je travaillais avec des agences externes, le modèle traditionnel, pourcentage sur l'annuel. Ils me shippaient des CV, puis t'en parlais aussi dans ton pod. Beaucoup de suivi, ça demande beaucoup de temps, mais aussi un gros manque de visibilité sur qu'est-ce qui se passe dans le back-end. T'sais. Combien de gens t'ont approché? Ça a été quoi la démarche pour en arriver à ce profil-là? C'est-tu vraiment le meilleur des meilleurs pour lequel je vais payer 20%? Puis tout ça, ça m'agaçait un peu. Puis quand on faisait affaire avec des agences externes, c'est souvent parce qu'on n'avait pas le temps. Donc là, dans ma tête, ça a commencé un peu à spinner sur peut-être me partir à mon compte. Puis je regardais différents modèles. Puis c'est là où, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à mettre sur papier un modèle d'affaires un peu différent, une façon de monter une boîte qui pourrait être différente des agences que je connaissais. Et là, avec Keurig, j'ai commencé à être submergé de demandes à l'interne. Là. Les recruteurs m'écrivaient tout. « Hey Seb, tu peux-tu me sourcer tel poste? Hey Seb, tu peux-tu m'aider sur tel... » Là, le volume était tellement gros que moi, tout seul, je pouvais pas comme tout gérer ça. Fait que j'ai comme créé des service level agreements à l'interne. À dire, OK, ben check. Pour tel genre de poste, je vais te faire la recherche puis je te ship une liste. Pour tel genre de poste, je vais te faire la recherche puis le première approche, je te ship une liste d'intéressés. Pour tel genre de poste. Fait ton MVP de sourcing à l'interne. Dans Keurig. C'est ça. Fait que j'ai comme monté ça à l'interne pour être capable de gérer le volume puis aussi de prioriser les postes. Parce que c'est sûr que tous les recruteurs, dans leur tête, leur poste est le plus important. Mais pour la business, quand tu vas t'asseoir avec les execs, puis j'étais chanceux parce que j'avais quand même une ligne directe avec les execs. Déjà, il y avait une curiosité sur qu'est-ce qu'il fait ce gars-là. Mais, il close des postes, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il fait. Fait que j'avais mis en place une méthode où je pouvais prioriser les postes avec le management qui me disait ça, c'est priorité 1, puis ça, ben, c'est important, mais c'est pas grave si ça attend un peu. Fait que là, je manageais mes service level agreements en fonction de ce qu'eux me disaient. Fait que c'est la business qui call les shots, puis moi, j'exécutais en conséquence. T'avais-tu, Seb, toujours eu une fibre entrepreneuriale, genre? Non. Parce que ça, t'as-tu fait l'Uni, toi? Oui, j'ai fait un bac en relations industrielles à l'Université de Montréal. Puis honnêtement, j'étais pas le genre de gars qui vendait des cartes de hockey ou qui était comme déjà là en mode business. Non, zéro. Là, mais à ce moment-là, j'avais quand même quelque chose qui me travaillait. Puis, tu sais, t'arrives à un moment donné aussi à un point dans ta vie où
le chemin, je le voyais assez clair. Tu sais, de OK, j'ai fait l'université, j'ai une pas pire job, tranquillement, je monte les échelons. J'étais chez Keurig, ma boss est enceinte. C'est comme assez clair que c'est moi qui va éventuellement. Couteau dans le dos. Ouais, non, c'est ça qui va prendre sa place. Puis là, tu vois ton Pat, t'as genre 26, 27 ans, la blonde enceinte, tu dis, OK, le chemin est clair, mais j'ai quand même une curiosité de l'essayer. Puis là, tu sais, quand ça commence à t'empêcher de dormir, là, tu y pensais souvent. Ouais. À starter ta propre boîte de sourcing. Exact, de sourcing, une firme de sourcing. Mais j'avais pas encore mis le doigt concrètement sur comment je le fais, ça va être quoi le modèle d'affaires. Puis, parce que, tu sais, j'aurais pu dire, hey, je prends une boîte de chasse de tête là, de recruteurs, je charge 20%, puis je me spécialise en tech, puis je fais ça. Mais je voulais arriver avec un modèle qui avait la légitimité d'être différent, avec de quoi de concret. Fait que tu te lèves la nuit, puis là, t'es plus capable de te rendormir parce que t'es en train de spinner les idées. Puis je me rappelle une conversation à un moment donné avec ma conjointe où j'étais comme, tu sais, c'est peut-être pas le bon timing. Puis j'en parlais tout le temps, là, évidemment, à elle, tu sais. Puis là, j'étais comme, c'est pas le bon timing, tu sais, t'es enceinte, on a une hypothèque, un char, tu sais, c'est pas. Puis là, elle m'avait dit, tu sais, Seb, il y aura jamais de bon moment. Puis si tu te sers de moi parce que t'as trop la chienne de te lancer, comme, assume que t'as pas le guts, tu sais. Ça, c'est, by the way, là, un bon partner de vie, une personne qui est capable de, genre, caller ta bullshit. Ouais, ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble. Fait que là, j'étais comme... Très cool. Ah, ouais, OK. Là, tu retournes chez... tu repenses, ouais, elle a peut-être raison, là. Mais à un moment donné, c'est devenu comme vraiment trop agaçant. Puis là, par la force des choses, tu sais, des fois, il y a les étoiles qui s'alignent. Septembre 2014, Pierre Leroux m'écrit... Pierre, qui est super président de la communauté, il est investisseur, c'est un ancien exécutif de chez Saputo. Pierre m'écrit sur LinkedIn, il me dit hey, écoute, j'ai eu une idée, j'aimerais ça t'approcher. Puis là, dans le fond, on va luncher, puis il me parle qu'il aimerait peut-être partir une firme de recrutement différente avec une nouvelle approche. Puis là, il me parle de sourcing, tu sais, pas sourcing, mais sourcing. Puis là, je suis comme, mais là, à qui il a parlé, lui? J'ai pas parlé de ça à personne. T'es super avec ma blonde? Fait que là, mais il y avait du bruit dans le réseau. Beaucoup de gens. Puis j'étais un peu comme Monsieur Sourcing. Je faisais des conférences avec Lord, je faisais des formations gratuites. À cause du cirque, de mon background, il y a beaucoup de monde qui me sollicitait pour comme savoir c'est quoi les nouvelles tendances. Là, LinkedIn, ça lève. Là, on est rendu en 2015. Là, fait que là, t'as beaucoup de gens qui étaient comme, il se passe de quoi, là, tu sais? Fait que là, ça venait un peu de ça, puis mon nom avait repopé dans quelques conversations avec Pierre. Fait que là, tu y penses, t'es sur le bord de, puis là, t'as quelqu'un aguerri comme lui avec toute son expérience qui me dit « Hey, moi, je vois le potentiel. » Fait que là, il venait un peu comme valider le truc. Puis là, c'est là que j'ai dit, le 16 septembre 2014, j'ai dit « OK, ouais, on le fait, comme, let's go. » Fait que là, à partir du moment où tu dis ça, ben c'est beau, mais c'est pas le lendemain là, que tu lâches tout. Fait que là, tranquillement, j'ai mis en place sur papier. Puis là, je pouvais le valider avec quelqu'un qui avait dealé pendant des années avec des agences qui étaient très business. Je pouvais comme me faire challenger sur le pricing, le modèle, les livrables, le genre de marché qui pouvait être intéressant. Puis en revenant des fêtes 2015, là, j'étais allé voir ma boss. Puis j'ai dit, écoute... je pars là, tu sais, comme je te donne un préavis, mais je me pars à mon compte. Je sais pas trop ça va être quoi exactement, mais je l'essaye, tu sais. Puis je m'étais comme donné 6 mois, tu sais. Je m'étais dit, en 6 mois, je suis pas capable de sentir qu'il y a un traction. Hey, je suis un recruteur, là. Je repars avec mon CV, je vais retrouver une job, puis ça va être correct, tu sais. Mais pourquoi 6 mois? Ben, je sais pas. C'était comme un milestone, moi, de si je sens pas que ça lève après ce temps-là, je vais me dédier à 100%, mais comme si je sens pas que ça lève, comme je retourne. Puis ça a levé tout de suite, là, honnêtement. T'avais-tu des clients signés ou pas signés, mais j'avais une bonne idée. Là. J'avais commencé à lancer bien des perches. Okay, c'est ça. Parce que c'est sûr qu'à partir du moment où tu dis OK, tu démissionnes, tu donnes un préavis, mais tu sais, t'as un peu. Là, c'est plus confidentiel. T'as comme le go pour aussi commencer à poacher des gens. J'avais déjà quand même un bon réseau sans le savoir, là, d'amis, de collègues, de gens qui avaient assisté à mes présentations puis tout. Fait que là, j'ai commencé à poacher. Hey, check, voici mon livrable, je te chargerai tant, je vais partir à mon compte, as-tu l'intérêt? Puis tout de suite, les gens étaient comme ouais. Puis ben des gens qui étaient comme ouais, mais si tu me donnes pas ça, ça m'agace et tout. Fait que j'ai pu peaufiner le truc. Okay.
Puis honnêtement, dès les premiers mois, je parce que commençais t'as basically vendu à tes pairs, c'est-à-dire d'autres gens à RH, d'autres recruteurs. D'autres types de compagnies. Ouais. Puis quand est-ce que la tech arrive dans le décor, mettons? Ben c'est ça, c'est que là, tu parles de 2015, Montréal étant quand même un hub au niveau de la technologie, il y avait beaucoup de recrutement en tech. Moi, zéro background. Fait que, tu sais, j'ai CPG, dans le cirque, recruter des clowns puis des key account managers, mais là, je me faisais de plus en plus poacher parce que mon modèle était innovant. J'ai attiré aussi ce genre de clients-là qui me demandaient, écoute, on aurait des devs, on cherche... Là, il y avait beaucoup de DevOps à cette époque-là. Puis là, c'était comme le poste. Mais moi, super transparent et honnête, j'ai aucun background. Je connais pas ça, je suis pas le bon gars pour ça. Mais il aimait le modèle, tu sais. Fait qu'après plusieurs mois à refuser des mandats, même si j'étais super occupé, je me disais, hey, je manque des opportunités. Fait que c'est là où j'ai approché David, qui est maintenant mon partner. Mm-hmm. Mais David, qui est un recruteur tech, qui avait un background chez Tech System comme spécifiquement là-dedans. Puis, il avait travaillé aussi dans le domaine du jeu vidéo. Fait qu'il y avait un peu la dualité du gaming puis de la tech. Puis là, j'ai dit à David, écoute, ça tente de jumper dans l'aventure avec moi. J'ai vraiment ce volet-là que je suis convaincu qu'on va être occupé. T'sais. Fait que c'est devenu comme ton co-founder, basically, un peu. Ouais, c'est ça. T'sais, Pierre, officiellement, il a co-foundé avec moi. Oui. On était les deux partners. Mais David, dès ce moment-là, je me rappelle de notre premier lunch, il m'avait dit, check, je jump dans l'aventure, mais moi, le seul et unique but, c'est d'être partner un jour. Okay. Puis là, j'étais comme, ouais, OK, c'est bon. Là. Show me the money, puis on verra après. Puis écoute, 1 an et demi-ish plus tard, j'étais comme, ouais, j'ai pas trop le choix de rentrer dans le partnership. OK, c'est bon. Fait que t'as quand même eu une phase où est-ce que c'était comme le first key employee, mais qu'il s'est tellement prouvé que t'as ouvert l'actionnariat, puis vous avez... Exact. Super tôt. Ouais, vraiment tôt. Puis tu le sens en service, tu veux retenir tes meilleurs éléments, c'est quelque chose que t'as pas le choix de considérer. Tu regardes la majorité des grandes firmes de services, il y a des partners, tu n'as pas le choix. Ouais. C'est sûr qu'à ce moment-là, pour moi, il n'y avait aucun problème de dire on se dilue un peu, mais dans l'optique de continuer à scaler puis amener plus de monde avec nous. Là. Fait qu'au début, là, quand est-ce que les premiers employés arrivent, que l'espèce de... Ouais. Parce que là, tes premières embauches tech, ça a été via David, par exemple? Ouais. Fait que les 8 premiers mois, mettons, de mars jusqu'à décembre 2015, je débordais là, de mandat. Puis on faisait déjà de l'argent, ça y allait. Mais je laissais aller tout ce qui était tech. Puis là, à partir de la fin de l'année 2015, là, j'avais quelqu'un. Fait que je pouvais dire, ouais, pas de trouble, on le prend. Mon premier employé est arrivé genre après un mois-ish. Là. Okay. Déjà là, j'ai regardé mon workload. Ma blonde qui était enceinte, qui était sur le bord d'accoucher. Puis je travaillais non-stop. J'étais comme, j'y arriverai pas. Puis le cash rentre aussi. Fait que là, tu regardes le compte de banque, tu regardes ton workload, ton pipeline, tous tes meetings clients, tu te dis, tu sais, c'est sûr que j'ai besoin de bras. Fait que j'ai déjà eu un premier employé à l'été 2015. Puis là, il a comme pris bien des mandats. David qui a jump in à la fin de l'année. Puis là, début 2016, on a commencé à avoir encore plus de demandes. Fait que là, j'ai embauché un autre gars tech. Puis tranquillement pas vite là, on a commencé à embaucher à vitesse grand vent en 2016. Ouais. Aujourd'hui, Sourcing, tu peux-tu me donner une couple de chiffres pour que j'ai un portrait? Ben, on est un petit peu plus qu'une trentaine d'employés. On a un bureau à Montréal, on a quelqu'un à Québec. On a toujours été proche du marché de Québec parce que assez vite, on a eu des clients là-bas, fait que c'était le fun d'avoir une présence locale aussi. Fait qu'on a pratiquement toujours eu recruteurs à Québec aussi. Officiellement, nos bureaux, ben, on va chez Spectrum, là, on va au bunker, puis on travaille de là, fait que c'est parfait pour nous. Toronto, il y a un certain moment à Toronto, on était pratiquement une dizaine. Là, on a réduit un petit peu l'an dernier, mais ça a été un marché qu'on a toujours regardé de proche. Puis même la France, là, Paris, on a créé un entité en 2018. On a monté une structure là-bas parce que, la francophonie, naturellement, on avait des clients qui nous étaient introduits en France. Ouais. Fait que, c'est ça. C'est, dans les firmes boutiques montréalaises, qui font que du recrutement, c'est quand même assez gros, là, je dirais, une trentaine. Tu as des multinationales, là, les Randstad et Adecco de ce monde, mais tu peux pas te comparer à ça, là, c'est trop huge. Quelques millions de chiffres d'affaires, Collap depuis Aura, qui est notre division Exec Search, un paquet de projets cool. Fais-moi le elevator pitch de Aura et ensuite Collap.
Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, Sourcing, c'est la firme de recrutement innovante qui offre des services de sourcing puis de recrutement. Au niveau d'Aura, c'est une division qu'on a lancée en 2021 parce qu'on se faisait solliciter de plus en plus pour faire de l'exec. Quand on parle d'exec, là, c'est un autre game. C'est quoi, c'est VP suite C? C'est ça, exact. VP and up. Des fois, tu peux mettre un cutter avec le salaire. Là, tu dis 150 000 à 200 000 et plus. C'est généralement géré par l'exec. Il y a une vibe d'exec dans le recrutement où money is no object, je veux le meilleur talent, je m'en fous combien ça coûte. Ils sont généralement habitués de payer plus du 30 à 33 du salaire annuel avec un paquet de fees qui vient autour de ça. Des processus d'entrevue beaucoup plus élaborés, tests psychométriques. C'est des process beaucoup plus lourds. Et il y a un certain standard dans l'exec qui est requis de la part de tes clients. Quand tu t'assois avec M. Saputo, c'est un autre game. Là. Fait qu'il faut que tu ailles. T'es pas en Google. Non, vraiment pas. Faut que tu ailles la prestance, faut que tu ailles le niveau de service, puis il faut que tu sois comme assez bien outillé pour le livrer. À l'interne, on sait qu'on était capable, mais le brand sourcing, c'est un peu comme la BM du recrutement, mettons. Puis Aura, ben là, c'était de créer la Bentley, qui était comme le next level. Fait que c'est quelque chose qu'on a parti en 2021 parce qu'on se faisait de plus en plus solliciter pour l'exec. Puis les pitchs, puis les mandats qu'on manquait, des fois, les clients étaient comme « Ah, vous êtes vraiment bon, on veut travailler avec vous, mais on a besoin d'exec pour recruter de l'exec. » Fait que là, à chaque fois, ça nous achalait parce qu'on savait qu'on pouvait livrer le même niveau. Fait que c'est à ce moment-là qu'on a développé Aura Exec Search, qui est comme la version Black and Gold de nos services, beaucoup plus élaborés. Puis là, maintenant, on a des gens dédiés là, qui font que de l'exec dans Aura. Puis, t'as-tu spiné une nouvelle compagnie ou c'est pas nécessairement? Pour l'instant, non. Pas nécessaire. C'est comme une division. C'est ça, exact. Éventuellement, là, c'est quelque chose de vraiment qu'on considère. Collap, ça, c'est notre tech. Là. Dans le fond, c'est notre application qui est arrivée, elle, plus vers la fin 2017, début 2018. Là, je peux faire la genèse de Collap. Fais-moi le pitch, puis après, on va creuser dans la genèse. OK, super. Collap, c'est une plateforme de collaboration en temps réel sur les mandats de sourcing et de recrutement. C'est un outil pour pipeliner des profils passifs. Il faut que tu le vois un peu comme un CRM du talent. Tu as mentionné dans un de tes pods un ATS, qui est un Applicant Tracking System. Les ATS sont montés pour gérer des processus de recrutement, un workflow d'un applicant sur un site web qui passe en entrevue, qui ultimement progresse jusqu'à une offre. Puis là, quand il a l'offre acceptée, il devient un employé. Là, il passe dans le HRIS, qui est dans le fond le système RH. C'est RH en français, je pense. Exact. Où tu gères la paye, les gestions de performance, etc. Mais mettons, pour gérer ton vivier de talent, là, ton bassin de profils potentiels qui n'ont pas appliqué, que toi, tu as poaché, que tu entretiens une relation pour éventuellement les embaucher, l'ATS n'est pas monté pour ça. Souvent, là, dans un ATS, quand tu ouvres un poste, là, une réquisition, là, c'est approuvé par 2 VP. Là, c'est full officiel. C'est affiché sur le site web. Il y a bien des business, il faut que tu affiches 2 semaines. Puis là, tu attends les candidatures, là, tu révises ce qu'il y a là-dedans, etc. Le système n'est pas monté pour gérer en mode CRM les candidats. Fait que ça, c'est quelque chose que nous, très tôt, on a commencé à regarder. Il y en a-tu qui existent? Y a-tu des trucs qu'on peut avoir pour vous autres, pour nous autres le monter? Parce que sourcing, notre slogan avant, c'était pas d'affichage 100% sourcing. Fait que jamais, quand on travaille sur un poste, on l'affiche. Parce que moi, je disais, je veux pas de bruit sur la ligne. Nos clients, ils affichent les postes. Quand je travaille avec le Coveo, Lightspeed, Workleap, ils ont un super brand. Ils attirent un paquet de candidatures. Ils ont des recruteurs à l'interne. Moi, je prends pour acquis qu'ils font déjà une solide job. De gérer l'inbound. Ben oui. Fait que là, le jour où ils nous appellent, c'est pas pour qu'on refasse ça. C'est pour qu'on aille un peu plus loin ou qu'on tape dans un autre marché. Le marché des candidats passifs, là, on évalue à peu près à 70% des gens. Le candidat passif, c'est juste. Excuse. Moi, je cherche pas une job, mais je suis un bon target pour toi qui veux embaucher du monde. Ton CV n'est pas fait, ton LinkedIn n'est pas à jour. T'es pas out there à checker les offres d'emploi, tu vas pas lancer ton CV nulle part. Mais là, si moi, je t'approche pour une job de marketing chez Google, je te partage c'est quoi la job, je t'explique en quoi ton profil est intéressant pour ça, puis je te dis, check, on peut avoir une conversation, pas d'engagement, mais si ça clique, tu passes au next step direct en entrevue avec le client. Il y a des bonnes chances qu'il y ait des gens qui fassent comme, hey, you know what, let's go. Fait que c'est quelque chose qui était manquant au niveau technologique, puis il n'y en avait pas d'outils. Fait que c'est là où on s'est dit, OK, on va checker des boîtes qui peuvent nous aider à développer ça, puis c'est là que Spectrum rentre en ligne de compte. OK, puis là,
à cette époque-là, toi et tes partners, le thinking, c'était-tu hey, on a besoin de nous, ça à l'interne, développons. Hey, on le développe. Let's go, on le développe. Ding, 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 ding. Ouais, on le développe à l'interne juste pour nous ou vous pensiez déjà à la commercialisation? Non, zéro commercialisation, honnêtement. À ce moment-là, bon. c'était un outil à l'interne. Moi, à l'époque, là, parce que dès 2015, je faisais ça. Mais là on parle de l'époque où je snap des profils sur LinkedIn, je copy-paste leurs informations sur Word, je mets ça clean. Hey, ça me fait saigner les yeux. Ouais, c'est ça. Fait que là, je suis une nouvelle agence bien cool, mais dans le back-end, ça, je fais à journée longue. Là. Avec le bébé, j'ai des photos, là, j'ai le bébé là, puis je snap des profils non-stop. Puis là, j'ai classé en 3 sections, vert, jaune, rouge. Les verts sont intéressants, intéressés, sont à considérer, ils attendent ton appel, voilà toutes les coordonnées avec mes notes, un beau tableau template. Les jaunes, je les ai approchés, ils n'ont pas répondu, je tentais de travailler dessus, puis les rouges sont out. Pas intéressés, pas disponibles, etc. Puis à chaque jeudi, 4 heures, je t'envoie le rapport à jour. Fait que toi, tu as toujours une liste à jour à chaque jeudi. Les vendredis, on se parle au téléphone. Fait que manuellement, tu créais déjà ce dynamisme puis cette visibilité-là sur le processus de sourcing que tu faisais pour le client. Exact. Fait que moi, déjà, dans le modèle d'affaires, c'était 5000$ la liste. Je te fais une liste, elle est à toi. Tu gères tous tes profils. Moi, je t'ai classe pendant 4 semaines. Je te snap un rapport super clean. C'est vraiment simple aussi, c'est ça. Écoute, c'est ça, on en vendait, c'était l'enfer. Dès les premiers mois, j'ai des clients qui m'appelaient qui étaient comme je t'en achète 10. Ouais. Puis au lieu de payer, mettons, justement le 18% d'un salaire à 100 000, mettons, ben là, la personne se disait probablement aussi, s'ils ont des gens à la RH ou du monde allumé, ils se disaient, ben Chris, la liste qu'il va m'envoyer, elle m'appartient après. Là. Fait que si moi, pour un autre poste, je veux repoker du monde là-dedans ou garder ça à quelque part. C'est ça. Mais il n'y avait pas ce CRM de talent-là qui existait non plus. Exact. Autant pour eux que pour toi à l'intérieur. C'est ça. Fait que j'envoyais des rapports, des listes qui étaient comme statiques, mais le modèle d'affaires faisait du sens parce que, comme tu dis, le client il dit hey, je paye 20% d'un salaire de 100 000, ça va me coûter, mettons, 20 000$ la tête. Puis l'autre, il me partage toute sa liste. Je peux en embaucher 1, 5, 10, 15 pour 5 000. Aussi, c'est un no-brainer. L'affaire, c'est que le 20% pour les agences, souvent, ben, il est à contingence. Ça veut dire qu'il est payé quand il close. Fait que s'il ne close pas, il ne fait pas de cash. Fait que c'est pour ça que tu as des suivis qui sont gossants. Mais de l'autre bord, ça vient perdre l'agence va passer de moins en moins de temps sur ton poste plus les semaines avancent. Ce qui est super logique. Tu viens d'avoir un nouveau mandat, OK, go, on met du temps, de l'énergie, on te partage les profils, ça marche pas. Semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5. Puis à un moment donné, sur le board, là, dans l'agence, là, il est loin. Là, ils sont comme, hey, passe plus de temps là-dessus. Ouais. Ils n'ont pas fait d'argent. Toi, t'es genre un peu déçu parce que tu n'as pas senti comme de l'énergie jusqu'à la fin. Tu n'as rien payé, mais tu as perdu du temps. Ouais. Le modèle de sourcing, c'était comme 5 000 garanties, no matter what. Fait que tu prends un risque, parce que même si tu n'embauches pas, c'est 5 000, je t'envoie la facture dès qu'on commence. Parce que je t'envoie les listes, fait que déjà là, tu peux commencer à embaucher des gens. Mais c'est un modèle garanti pour moi. C'est bon pour ton cash flow aussi. Ouais. J'avais calculé que je pouvais probablement gérer comme 5 à 6 listes par mois en même temps. Là, très cool. Ben, tu fais tes maths, tu dis, hey, je peux générer entre 25 et 30 000 mensuels, garanti. Puis là, c'est sûr, au début, quand j'étais tout seul, là, t'en as 7, 8, là, t'es prends. Là, tu dis, on va travailler tout le temps, c'est pas grave, let's go. Puis ça a été notre modèle de sourcing, encore à ce jour, qui fonctionne super bien, où on vend la liste. Mais le problème qu'on avait à ce moment-là, c'est la foutue liste avec les... Hey, je me promenais, je me rappelle, dans le bureau, puis la révélation en 2017, parce que à un moment donné, j'avais une équipe, mettons, de 15 recruteurs à nos bureaux, là, puis là, ils rushent ces listes, puis là, je passais en arrière d'eux autres, mettons, puis là, je voyais que c'était pas la bonne police, pas la bonne couleur. Je disais, hey, attends, là, le client a payé 5 000$, pour ça, il faut que ça soit super clean. Là, tu sais, tes marges sont pas bien placées, c'est pas beau, il faut que tu le fasses ça coche. Mais là, tu as un recruteur, tu sais, qui est pas payé pour gosser dans Word. Exact. Fait que là, ça a commencé à être un pain in the ass. Là. What's up, folks? Donc, comme vous savez, je parle avec des centaines de professionnels SaaS par année. Puis chaque semaine, maintenant, j'écris sur un thème clé qui m'excite ou qui me trigger. L'infolette, ça se passe, c'est le recul hebdo pour prendre les meilleures décisions côté compagnie ou carrière. Management, produits, commercialisation, je couvre tout ça et plus avec des histoires vraies puis des exemples concrets. Tu peux t'abonner sur notre homepage, il y a un pop-up, ou directement au saspace.beehive.com ou rentre ça dans Google. All right? Cheers!
Mais là, justement, tu commences à le vivre parce que l'échelle du problème s'agrandit, mettons. Ouais. Puis tu vois tes bonnes recruteurs, recruteuses gosser sur des affaires qu'ils devraient pas gosser. C'est pas là qu'ils amènent la valeur. Ben non, c'est ça. Fait que là, ma question pour toi, c'est avant de te tourner vers une boîte de web dev, de développement logiciel, est-ce que vous avez essayé de taponner à l'interne ou vous aviez comme peaufiné ça via votre éditeur texte puis comme ça marchait good enough? Ouais, ça marchait good enough, mais en même temps, tu sais, t'as des clients qui disaient, hey, moi, fais-moi un Google Sheet. Il y en a d'autres, hey, moi, je préférerais ça en Excel. Puis tout. Fait qu'on était flexible. On disait, OK, tu vas en Excel, on va le faire de même, tu sais. Mais ultimement, c'est encore pas super sharp, tu sais. Okay. Donc, c'est vraiment là où on s'est dit, moi, au départ, c'était pas de développer l'outil, c'est-à-dire, il existe-tu une plateforme où je peux juste snapper des profils parce que tu as LinkedIn, mais tu sais, on utilise aussi Indeed, GitHub, Stack Overflow, il y a d'autres bases de données où on peut aller chercher des profils. Comment je peux aller consolider tout ça dans un outil clean où mon client a payé une couple de 1000 juste pour avoir le data, là. Il n'y a pas de garantie de rien d'autre, qui est sharp, qui est clean, qui est fiable, puis qui partage en temps réel. Puis c'est là où on n'en a pas trouvé. Là, c'était des ATS, mais comme c'est pas monté pour ça. Les CRM, ben là, c'est un workflow pour de la vente. C'est pas pareil. C'est pas ça. T'sais. Fait que là, question. T'aurais pu peut-être te dire, yo, on est capable, on a accès à un bassin de talent de fou, nous autres, on est pros en recrutement, on a engagé des devs et des programmeurs pour plein d'autres mondes. Ouais. Y aurait-tu eu un play à ce moment-là où tu dis, fuck it, je m'engage des devs à l'interne de SourceSync puis c'est eux qui vont développer Collap? Ou t'avais pas cette confiance-là de gérer ça à l'interne au début? Ou... Ben, c'est ça, tu sais, on s'improvise, nous autres, product managers, on est du monde de RH, de recrutement, fait que j'avais pas du tout la prétention de savoir ce que je faisais, là. Tu sais, moi, j'avançais là-dedans en disant, je suis un client qui a une boîte de service en recrutement, j'ai besoin d'une plateforme qui pourrait m'aider à optimiser mon équipe. Puis j'avais deux objectifs très clairs dès le début qui sont encore aujourd'hui les objectifs de Collap. Augmenter la productivité de mon équipe, puis améliorer l'expérience client. Exact. Fait que ça va servir le service. Fait que non, pas à l'interne, parce que honnêtement, j'aurais eu 2 devs avec moi, j'aurais fait, je sais pas, moi, développe ça. Je te l'explique, je suis comme ça a été désorganisé. C'est un gros risque. Puis, tu sais, j'ai shoppé, là, j'ai pris le temps de parler à un paquet de mes clients. Tu sais, moi, j'ai un paquet de clients en tech. Fait que là, tes approches, puis, tu sais, on parlait de Simon, justement. Tu sais, hey, qu'est-ce que t'en penses? On est allé s'asseoir avec la gang de GSoft à l'époque. On s'est assis avec d'autres de nos clients en tech. On a accès au CTO là, en ligne directe. Des fois, c'est tout que l'embauché. Fait que là, j'avoue. Il doit sa job. Fait que là, tu dis, hey Phil, on peut-tu s'asseoir? Je te paye le café. J'ai besoin de pick your brain 30 minutes, juste t'expliquer c'est quoi notre problème. Puis, tu sais, la majorité était comme, hey, rencontre des boîtes de développement web. Ils peuvent probablement te bâtir un outil pas trop cher, qui fait du sens, puis qui va être assez stable pour que tu puisses livrer. Tu sais. OK. Fait que c'est de même ça a parti fin 2017. La relation avec Spectrum a commencé là. Exact. Ben dans le fond, c'est Pierre qui m'a parlé de Lee, puis je pense qu'il connaissait Georges un peu aussi. Fait qu'il m'a parlé... On dit pas son nom sur le podcast. Ah, shit! We don't talk about Bruno. Fait que là, je dis, OK, pas de trouble. Fait que j'ai contacté les gars, puis tu sais, à l'époque, on avait déjà un prototype qu'on avait fait développer par une petite boîte de Québec que je nommerais pas. Écoute, c'était boba. C'était beau. OK? Le UX, c'était écœurant et tout, mais c'était tout pété en arrière. Donc, le UI était écœurant, mais le UX... C'est ça. Mais le UX, c'était correct. C'était juste comme la base de données n'était pas capable d'assumer ce qu'on rentrait comme... Tu sais, les profils disparaissaient parce que là, c'était comme, hey, vous en rentrez trop. Ouais, mais... T'avais comme pas l'infrastructure pour supporter ça. Zéro, exact. Puis là, quand Spectrum ont ouvert le capot, ils ont comme fait, écoute, ton affaire, c'est un spaghetti. Là, c'est comme du copy-paste de code par rapport. Ils disent, on a de la job à faire si on veut le stabiliser. Puis j'ai tout de suite aimé le fit avec Oli. Ça marchait, tu sais. J'étais vraiment en confiance avec eux autres. Dans l'autre boîte, des fois, je me pointais en meeting, pas un chat qui parlait français, je savais même pas s'il comprenait vraiment ce qu'on disait. C'était pas cher, mais c'était pas bon. T'sais. Fait que là, j'ai tout transféré avec Spectrum assez tôt. Puis là, la première job pour Oli, c'était vraiment de comme démonter le truc pour que ça marche. Puis ils ont réussi à fixer les trucs assez rapidement. Puis là, on a eu la première version, on l'appelait à l'époque la SourceSync App, là, qui faisait quand même une bonne job.
là, la job, c'était de transitionner ça, nos services des listes à cette plateforme-là. À l'interne pour toi. À l'interne pour moi. Ça, c'était tough? Quand même, parce que, tu sais, les recruteurs, moi, ça les faisait chier de faire du copy-paste, mais il n'y a personne qui a levé la main en disant « Hey, on peut-tu avoir un app qui va snapper? » Moi, mes clients, quand j'ai sondé mes clients, là, puis tous mes clients, non, les listes, c'est parfait, j'aime ça. Hey, écoute, à l'époque, Frank, j'arrivais dans les meetings parce qu'on fait un meeting à la fin du 4 semaines pour voir si tout est beau. Ouais. On prend le feedback. Il arrivait avec la liste imprimée là, avec leur marqueur, là, puis là, ils faisaient des X, puis des. Là, je me disais, hey, eux autres, ils vont-tu jumper dans la plateforme? Ou... Ouais. Fait qu'il y avait quand même une grosse gestion de changement. Ouais. L'autre affaire, c'est sûr que du copy-paste dans Word, puis tu saves ça dans un drive, c'est assez safe. Là, moi, la perte de données me faisait vraiment peur parce que le client a payé pour ça, là, puis upfront. Là, fait qu'on peut pas se permettre qu'il y ait des profils qui disparaissent, que ce soit tout croche. Déjà, pour certains, pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils faisaient affaire avec nous. C'est un modèle d'affaires complètement différent. C'est le client qui te fait vraiment confiance en payant upfront pour la liste. Puis là, il se connecte, c'est tout croche, il y a des bugs, il voit rien. Mais même si ton service est écœurant, t'as l'air d'un ticoun, fait que là, ça marche pas. Fait que ça me faisait peur, mais on l'a fait comme un mandat, un deuxième, un troisième graduel. Puis, écoute, aujourd'hui, la majorité des recruteurs à l'équipe, ils n'ont jamais fait de liste sur... Puis là, des fois, ils chialent un peu sur l'app, puis je suis comme, t'as pas connu la misère, là. Moi, dans mon temps, là. Fait que, OK, parfait. Fait que là, aujourd'hui, ça tu l'as dit, là, à l'époque, c'était Sourcing App. C'était comme le nom de code ou je sais pas quoi. Quand est-ce que vous commencez à vous ouvrir sur la possibilité de commercialiser ça comme un SaaS carrément? C'est à peu près il y a 2 ans. Parce que là, la base de données devient de plus en plus volumineuse. Les features, à chaque année, on rentre des features de plus en plus. Nos clients l'utilisent de plus en plus, sont super à l'aise à manager de leur bord toute l'expérience avec Collab. On avait déjà changé le nom. On s'était dit, il faut le brander, ça n'a pas rapport à Sourcing App. Fait que là, on a fait un petit concours à l'interne, c'est Collab, là. Collaboration, application. À Toronto, ça roulait, là, il était comme, looks like Collapse. J'étais, ouais, j'avoue. Anyway, on a gardé Collab. Puis là, il y a 2 ans, je commençais à avoir des clients qui me disaient, hey, j'adore le service, tout ça. C'est juste que c'est tellement simple, votre outil, il est tellement le fun à utiliser. Je peux-tu l'utiliser, mais sans nécessairement payer là, c'est rendu, mettons, 10 000 $, sans payer le 10 000 $ de service. Je veux juste comme l'app. Mais là, le problème, c'est que les users qui étaient créés à cette époque-là, ils voient toute la base de données, toute la liste de clients. T'es pas fait pour ça. Fait que là, il fallait commencer à regarder un chantier pour créer ce nouveau type de user-là où le client peut lui-même, dans son environnement, se bâtir des pipes puis faire un peu ce qu'on fait. Puis l'affaire, c'est que les clients, ils voient même pas les features que nous, on a. T'sais, moi, si je vais sur ton profil LinkedIn, je clique sur un bouton, il snap toutes tes infos direct dans le bon projet. Il commence à avoir de l'automatisation, des trucs vraiment nice. Cool, ouais. Le client, lui, il voit pas ça. Il fait juste scroller à la liste, puis mettre un système d'étoiles sur ses profils, puis mettre des commentaires. Mais là, je me disais, j'avoue que si je donne accès à ça, il va encore plus triper, tu sais. Puis là, on peut biller, là, tu sais. Ouais. Parce que l'utilisation de l'app est totalement gratuite dans le service, là, tu sais. Le client, je ne charge pas pour utiliser l'app. Il fait juste recevoir ses credentials au début du mandat. Puis à la fin du mandat, il y a encore accès, en fait? Il y a encore accès pendant quelques semaines. Ça, c'est nouveau. Là, avant, il y avait accès toute la vie. C'est juste que là, rendu à une couple de 1000 mandats dans la base de données puis tout. Là, j'ai des clients, ça fait 3 ans qu'on n'a pas travaillé ensemble. Les micros, je me rappelle plus de mes codes d'accès. Puis là, il y a un bug. Là, t'as encore du support. Là. Ils payent rien. Là. T'es comme, regarde, je t'envoie tes credentials, écris-là quelque part. Là, puis gosse-moi plus avec ça. Fait que là, on a dit, OK, ça peut être le moment de faire un cut-off où tu as accès, tu peux exporter en PDF, en Excel spreadsheet, tout ton data, tu le gardes. Là. Mais pour avoir tes accès dans l'app... C'est quand tu as des mandats actifs quand même. C'est ça. Okay. Puis si tu n'as plus de mandat actif puis tu veux continuer à l'utiliser, pas de problème. Mais là, il y a un fee puis on t'unlock. Un fee de plateforme, là, vraiment. C'est ça. D'utilisation de la plateforme. C'est vraiment cool. Puis les premières personnes qui t'ont mentionné, hey, je pourrais-tu juste soit garder l'accès à l'outil ou utiliser l'outil moi-même sans data dedans, que moi, je vais la remplir, la data pour mon CRM de talent, comme on disait. Ça, c'est des gens RH dans des compagnies qui étaient comme Chris, je pourrais... C'est principalement des recruteurs. T'sais, nous, notre audience, souvent, quand un mandat, il accroche, puis là, tu sais,
le classique, puis les bonnes pratiques, là, j'ai écouté ton épisode 17, là, le référencement, ça demeure une excellente source de recrutement. Ça devrait toujours être la première source où tu dis, on regarde dans notre réseau, on s'assure que tous nos employés, c'est des ambassadeurs. Ils savent-tu que le poste est ouvert? Ils le comprennent-tu bien? Puis ont-tu fait le tour de leur réseau, anciens collègues, amis, LinkedIn? Ils l'ont-tu partagé? Pour être sûr qu'on va snapper tous les gens le plus proches de nous. Exact. C'est là que tu as les meilleures embauches, le plus rapide et le moins cher. Là, ça marche pas. Tu passes au deuxième niveau où tu affiches. Là, tu reçois un paquet de profils. Tu donnes un deadline. Là. On se donne 2 semaines, 1 mois pour gérer un process de inbound. Là, si ça ne livre pas, ben là, tu es rendu peut-être à l'étape de sourcing. De dire là, je vais commencer à être proactif, poacher des gens directs, puis essayer de les attirer. C'est le workflow best practice. Fait que, dans le fond, c'est à ce moment-là où, quand tu gères ça avec ces étapes-là, que Collab prend son sens dans l'utilisation. Fait que c'est souvent les recruteurs. Tu sais, le recruteur en entreprise, lui, il dit OK, on en a parlé en dedans, à l'interne, personne n'a levé la main. Ça fait 3 semaines, 1 mois que mon poste est affiché, j'ai rencontré 4 pingouins. Puis là, ben. C'est moi qui t'ai parlé de pingouins. Non, c'est ton épisode 17. Je l'ai écouté. Fait que là, tu sais, j'ai rencontré 4 pingouins. Là, je sais plus quoi faire. Ben là, c'est là qu'ils lèvent la main souvent puis ils veulent aller en agence parce qu'ils ont leurs 20 postes à gérer puis tout, puis ils sont comme j'ai plus de temps à mettre là-dessus, occupez-vous-en. Fait que c'est là où eux, en l'utilisant, là, ils voient la liste, ils commencent à jouer dedans, puis ils disent hey, la plateforme est simple, elle est plus vite que mon ATS, ça fait du sens. Je peux-tu l'utiliser? T'sais? C'est généralement les plus petites business ou les entrepreneurs. T'sais, si par exemple, tu te pars ta boîte, tu as une vingtaine d'employés, c'est toi principalement qui gère le recrutement, tu n'as pas d'RH à l'interne. Tu vas checker la plateforme, tu vas checker. Là, tu te dis, je m'implante-tu un ATS où je pogne juste une licence Collab, puis je me crée mes pipes sur mes postes clés. Là, je vais avoir un front, un back, un pipe pour le DevOps. Puis moi, avec ça, là, j'entretiens mes gens de mon réseau, je les garde au chaud, puis pour pas cher. Là. Fait que, tu sais, à un certain point, là, quand on s'est fait acheter Snipcart par Douda, puis il fallait que je double un petit peu, que je double l'équipe, je m'étais fait un Notion, un tableau dans Notion avec des cartes, puis je taguais genre par type de poste, puis j'avais comme un petit CRM, là, tu sais, je bougeais d'une étape à l'autre, mais j'avais comme une colonne qui était un petit peu genre, pas tout de suite, mais genre, relance-les à tel moment, ou quand la compagnie va être rendue là, relance-les, ou whatever. Puis, tu sais, cette espèce de gossaillage-là que je m'étais fait, comme founder recruteur parce qu'on avait juste une trop petite équipe pour avoir des gens à l'interne ou payer une agence. Fait que, tout ça, je pourrais le faire dans Collab. C'est ça, exactement. C'est ça. Puis juste plus clean, plus organisé. Les features te permettent d'être beaucoup plus efficace dans ta gestion. Puis vers où on s'en va avec ça, ben, c'est d'être capable d'automatiser la maintenance puis de faire en sorte que ton pipe est toujours chaud. T'sais. Fait que toi, qu'est-ce que ça veut dire, ça, ton pipe est toujours chaud? Ben, dans le fond, tu sais, mettons, là, on va y aller bien simple. Puis je peux même rewinder jusqu'à l'époque quand j'étais au cirque. On avait au-dessus d'une centaine de pipelines là, pour tous les postes. Tu sais, costumière, dentelliste, spécialiste au chapeau, artistic director, stage manager, comptable, tax specialist, tous les postes avaient leur pipe. Puis là, t'approches du monde, hey, salut, le cirque aimerait ça te parler. On approche des stage managers sur Broadway, puis tout. Tu sais, il y a autant d'histoires qu'il y a de gens. Là. Hey, salut, je suis sur un gros show en ce moment, mais à partir de septembre 2025, je serais peut-être intéressé. Hey, salut, je suis enceinte, c'est pas le bon timing, mais je reviens de maternité en juillet 2025. Hey, salut, je serais intéressé, mais actuellement, c'est pas le bon. Fait que là, t'as un paquet de gens là, qui te répondent ça. Ils sont pas bons là ou c'est pas le bon timing, mais tu sais qu'à un moment donné, là, ça peut être ta star. Là. La personne à qui vous aviez donné des exemples même concrets d'un pod précédent où j'ai parlé à tel gars, on l'a pas pris, mais là, 2 ans plus tard, il était écœurant, c'est notre star, finalement, c'était un bon fit, le timing était bon. Mais des fois, là, juste d'être bien organisé, d'être capable de maintenir au chaud ces contacts-là, ça close des postes super vite. Là. Ouais, puis Dieu sait que faire ça à mitaine, ça se fait, là, mais genre, faut que tu taponnes, pis si t'as un tool qui te permet justement de
réchauffer les leads qui devraient pas devenir froids. Ouais. Puis là, Collab, ça, c'est la vision, mettons, future? Ou c'est comme il y a quand même certaines features? Ben, pour l'instant, les features permettent d'organiser ton pipe, d'aller chercher des profils passifs assez rapidement, puis t'assurer que tout est consolidé et clean aux mêmes endroits. Okay. Vers où on peut s'en aller, ben, c'est l'automatisation des notifications, la maintenance qui dit « Hey Frank, voici tes 3 profils, tu t'es mis un reminder, tu devrais peut-être les repoacher, ça fait déjà 6 mois. » Tu sais, par exemple, on parle d'une maternité, la fille revient de maternité en juin 2025, ben, tu te mets une notification en mars-avril pour y renvoyer un petit message. J'espère que ça va bien avec la famille. On s'était parlé il y a 6 mois, ça serait bon qu'on se considère pour un poste, on a de quoi, là, tu sais. OK. Puis, une affaire qui m'intéresse, Seb, c'est, mettons, là, t'as ouvert un pipeline là, de sourcing pour remplir une rec qui est genre programmeur back-end. Ouais. Puis là, tu parles avec tout plein de monde, il y en a qui ils peuvent pas, mettons, ou c'est pas un bon timing. Puis là, après ça, plus tard dans le futur, tu ouvres une autre rec qui est comme genre un autre programmeur back-end, ou whatever. Y a-tu moyen dans Collab de faire une espèce de translation, de dire oh, bing, genre, dans le premier pool que t'avais, là, dans les passifs, puis les peut-être plus tard, tu peux aller piger tout de suite dans ce monde-là pour les mettre comme leads pour l'autre poste que tu viens d'ouvrir? Ouais, exact. Ben, dans beaucoup d'ATS, ça, c'est possible sur des postes ouverts. Au niveau de Collab, vu que c'est proactif, en principe, tu devrais constamment la garder clean puis l'épurer. Puis oui, tu peux partir d'un pipeline puis le translater à un autre puis gérer le nouveau pipeline ou le cleaner. Mettons, tu es rendu avec 272 profils puis là, tu as un peu du n'importe quoi. C'est souvent ça le problème en recrutement, c'est que ça a une certaine durée. T'sais. Puis la durée n'est pas claire. Parce que les gens bougent, ta matière première elle change, elle évolue. Le dev back-end que tu as aujourd'hui qui dit je suis disponible dans 6 mois, mais là peut-être qu'il va y avoir 2 promotions entre-temps, puis là il est rendu team lead, puis là, il est comme plus bon pour ce pipe-là, mais il peut être un solide pour le team lead. Fait que comme tu dis, ça prend du temps, de l'énergie, c'est tough. Là. Tu dirais-tu, Seb, que pour bien utiliser ou ressortir le plus de valeur possible de Collab, faut être skilled en recrutement RH? C'est sûr que ça aide, mais j'ai vu un paquet de clients qui sont des gestionnaires embaucheurs dans plein de domaines là, qui sont super sharp dans leur... Ça pourrait être des team leads ou des founders en SaaS aussi. Mettons, je pense que c'est un peu intrinsèque. Avec l'expérience que j'ai eue pour avoir travaillé dans plein de business, puis on a au-dessus de 100 clients différents dans plein d'industries. À tous les jours, je rencontre des clients qui ont zéro background au recrutement, mais qui sont des machines de networking, de proactivité en entrevue, puis qui font naturellement les meilleures pratiques en matière de recrutement. Puis j'ai vu des recruteurs que tu regardes les questions d'entrevue, tu regardes leur gestion, leur efficacité en termes de sourcing et de recrutement, puis t'es comme, ouais, OK, c'est pas fort. On fait une parenthèse là-dessus? On dirait que ça m'intéresse. Vas-y. Genre, c'est quoi un type de question d'entrevue ou des pratiques de merde que tu vois, mettons, souvent? Ben, c'est sûr que, tu sais, quand tu es en recrutement, tu as une job. C'est important. Tu as 1 heure et demie à passer avec quelqu'un et tu dois décider au terme de cette rencontre-là, go ou no go. Puis c'est extrêmement important, tu le sais. Là. Une mauvaise embauche, c'est majeur. Puis d'échapper un top, c'est majeur aussi. Fait que cette décision-là là, est critique pour tous les business. Fait que pendant cette 1h30-là, t'as pas énormément de temps pour le small talk, puis d'entrer dans des conversations qui t'amènent pas à ton but ultime de prendre la décision, est-tu bon ou il est pas bon. Fait que avant l'entrevue, en amont, de bien déterminer c'est quoi qu'on cherche. C'est quoi les 5 à 6 compétences clés pour ce poste-là. De le structurer pour être capable de dire, OK, tu sais, il y a beaucoup... La première erreur, c'est de chercher une licorne qui n'existe pas, puis de mettre une liste d'épiceries tellement longue, puis ça, je le vois beaucoup en technologie, mais que tu sais, à la fin, tu dis, ça existe probablement pas, là, tu sais, à moins d'être microbiologiste, là, puis d'accoupler des gens, là, ça le fera pas. Fait que d'être capable de cerner clairement c'est quoi que j'ai besoin, puis ce genre de personne-là, c'est quoi les 5-6 compétences clés. Un coup que ça, c'est clair, ben, toutes tes questions et toute la conversation pendant 90 minutes devraient être orientées
à taper sur ces 5 à 6 compétences clés-là. Puis là, ça peut être, juste pour clarifier, ça peut être des soft skills comme des hard skills, ces compétences-là. Oui, exact. Fait que, tu sais... ça peut être genre gérer avec l'autre monde. Gérer avec l'ambiguïté, le courage managérial. Et aussi... Puis le développement en Python. c'est bon. C'est ça. Fait que, oui, totalement. Fait que là, tu dis, si cette personne-là a cette liste-là, c'est probablement une star à considérer. Fait que les bonnes questions, puis là, il y a plusieurs écoles de pensée, mais je pense que beaucoup de gens s'entendent en recrutement pour dire que les entrevues en mode comportemental, c'est ce qu'il y a de plus solide. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Entrevues en mode comportemental, c'est des questions qui vont être basées uniquement sur le passé, sur des éléments que tu as déjà accomplis. On n'est pas dans des mises en situation. On n'est pas dans le conditionnel. Fait que, moi, je fais quasiment ça. Mais c'est ça qui est tough parce que il y a beaucoup d'erreurs en recrutement, c'est d'aller dans une conversation ouverte, d'être beaucoup au conditionnel, de parler de la team. Puis à la fin. Pas empirique, pas ancré dans le réel. Ou... C'est ça. Tu sais, moi, je suis en entrevue pour t'évaluer toi sur tes compétences pour occuper tel poste. Moi, dans le back-end, j'ai mes 5 à 6 compétences clés, puis j'ai mon plan de match clair. Puis toutes mes questions sont orientées là-dessus. Fait que, mettons, j'irai avec l'ambiguïté parce que nous, il n'y en a pas de politique. C'est un peu free for all. Il faut que tu sois à l'aise dans cet environnement-là. Bon, parle-moi d'une situation où tu as eu à accomplir les tâches et que tu n'avais pas de directive claire. Là, tu ne peux pas partir dans, mettons, moi, dans cette situation-là, tu peux pas skater puis montrer, faire du patin artistique que tu es sharp si tu ne l'as jamais fait. Et toutes mes sous-questions, je vais tackler là-dessus pour être capable, au terme de la rencontre, de dire Frank, il n'a pas été en mesure de me prouver qu'il était à l'aise dans un environnement parce qu'il ne l'a jamais vécu. Donc, je prends un gamble avec lui là-dessus. Fait que je suis pas hâte de me positionner à dire il va le faire. Mais mettons, je te pose la question, puis là, tu me dis ouais, justement, dans ma dernière startup, on était une équipe de 4. Il n'y avait pas de politique claire. Tout le monde faisait un peu de tout. Voici mes tâches. OK, mais toi, personnellement, c'était quoi tes tâches? Comment tu le gérais? Comment tu organisais tes journées? C'était quoi ta façon de te structurer? Comment tu atteignais les objectifs, sachant qu'il y avait... Puis là, je vais te tackler de sous-questions pour être capable, après, de me revirer de bord avec mon partner d'entrevue puis dire, moi, gérer avec l'ambiguïté, là, il était en mesure de démontrer qu'il l'avait déjà fait, qu'il est organisé, il m'a parlé des outils qu'il utilisait. Tu as toujours été au jeu, au passé, puis jamais tu es tombé dans le conditionnel de notre team, on avait des systèmes. Je veux pas de on. Parle-moi de je. C'est une méthode, c'est une méthodologie d'entrevue qui est extrêmement difficile, mais qui permet d'être super confiant dans ton analyse. Tu sais. All right, folks. Petit shout-out à Baseline, partenaire certifié Ça se passe. C'est mes geeks puis doctorants en intelligence artificielle préférés. Ils ont accompagné un paquet de SaaS en AI pour collecter puis valoriser de la donnée, mais aussi pour développer des fonctionnalités puis des automations critiques. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis l'épisode 41 avec David Beauchemin vaut vraiment la peine. OK, de retour au pod. Puis là, Seb, pour cette entrevue-là, est-ce qu'on est dans la mise en scène ou est-ce que c'est en sourcing? Ou pas nécessairement? Non, ça, c'est du recrutement, ouais. C'est ça, c'est plus recrutement. Ouais. Okay. Sourcing, là, je trouve ton profil, je t'approche, je te convertis en candidat intéressé. Puis ça, c'est beaucoup plus rapide et moins en profondeur. Mais dans ce que tu dis, puis là, c'est une intuition qui est peut-être mauvaise de ma part, mais on dirait que, bon, les 5 compétences sont un peu ma grille pour évaluer ça, driller sur des questions sur ces compétences-là. C'est peut-être poétique ou je sais pas quoi. Là, mais vas-y, je suis curieux. Tu penses pas qu'il manque... Il y a pas... Ouais, où est la place de l'intuition, puis du gut feeling, puis du genre de fit personnel? Genre? Ouais. On entend beaucoup parler de fit, d'intuition, de gut feeling. Généralement, c'est des éléments que tu n'es pas capable de verbaliser clairement, mais qui accrochent. Il va y avoir des bonnes entrevues où tu dis, il semble checker toutes les boxes, mais il y a quelque chose. Puis là, en creusant, puis en étant capable de verbaliser de façon claire, c'est quoi le fit? T'sais, c'est quoi le fit? Il y a quelque chose derrière ça. C'est dans ton organisation du travail, dans la façon que vous travaillez, dans votre culture organisationnelle, il y a quelque chose qui accroche. Mais il faut être capable de le verbaliser de façon intelligente et claire pour dire c'est ça qui ne marche pas pour telle personne. Ouais, fait que ça revient à de la définition. C'est un peu ça, parce que l'intuition puis d'y aller au feeling, c'est très aléatoire. Dans le recrutement, tu te lances... et puis les biais cognitifs, là, c'est ça qu'il faut que tu essaies
d'enlever le plus possible en entrevue. Parce que, donne-moi un exemple de biais psychologique ou cognitif. Ben, tu sais, t'es sportif, on a parlé d'entraînement avant le pod. Moi, je m'entraîne, j'aime ça. Tu sais, c'est cool. Je vais nécessairement être beaucoup plus indulgent dans mon entrevue parce que on fit, puis là, on se met à parler de golf. Ah ouais, le golf, puis là, ta. Puis à la fin, si je vois que t'es comme en train de te planter un peu sur une question, OK, c'est bon. Puis là, on passe à un autre appel. Je te donne les chances parce que j'ai comme envie de travailler avec toi. Mais la réalité... Mais c'est pas une bonne chose, ça. Mettons, je joue l'avocat du diable là, aujourd'hui. Là. Ouais, mais là, après, t'arrives, puis on a une job à exécuter, il y a des tâches concrètes. Puis là, t'es un peu à côté de la plaque, mais là, moi, je suis comme... hey, c'est tough, là. Frank, il est sharp, là. Tu sais, je l'aime, là. Il est cool. Il est là tout le temps. On joue au golf ensemble les dimanches. Puis là, il est fuck all. Il est pas capable de rien faire. Mais là, tout le monde dit que je joue pas au golf. Non. Non, c'est ça. Mais on fait du deadlift mais ensemble. C'est ça. Fait que, non, c'est super fair. Puis tu l'as bien expliqué. C'est que, genre, ces choses-là qui, dans le court terme ou dans l'immédiat, vont favoriser un profil, ne sont pas nécessairement... oui, peuvent être importantes, mais ils sont beaucoup moins importantes que la capacité à remplir le rôle puis à genre shipper de la valeur pour la business. Exact. Dans le futur. Puis c'est aussi que si tu écoutes tout le temps ces biais-là, ben, tu te ramasses avec une petite culture homogène de des white boys hétérosexuels. C'est exactement, c'est l'autre affaire. Puis tu vas avoir un paquet de gens comme toi, puis c'est très homogène. Ça risque de bien se passer comme des 5 à 7, mais la job, elle va-tu vraiment se faire? Puis d'être capable de se challenger soi-même sur ses biais cognitifs, c'est extrêmement difficile. T'sais. J'ai lu une quote avant nous où ça disait « L'homo sapiens est un être dépourvu de toute rationalité tant aussi longtemps qu'il l'ignore. » À partir du moment où tu es conscient de ça, tu es un peu plus prudent. Ouais. Tu dis « OK, là, ça jive, l'entrevue va bien, c'est cool, mais il faut que je garde la tête froide. » là. Mais c'est pour ça que tu essaies d'avoir un partner, des fois, ou une partner dans ton entrevue? C'est fortement recommandé. Okay. Puis vous donnez des rôles. Il y en a un qui prend des notes parce que quand tu poses des questions, tu prends des notes en même temps. Des fois, tu écoutes un peu moins. Ouais. Un qui pose des questions. Puis tu peux te challenger aussi. Parce que toi, des fois, c'est normal. Là. Tu te faisais, hey, moi, Seb, j'ai bien aimé quand il a dit ça, puis tout ça. Ouais, mais moi, j'ai accroché là-dessus. Puis là, quand il a levé son gilet, j'étais comme... Ouais, c'était weird. Tu dis, ah ouais, mais c'est là où tu... t'as moins de chances de l'échapper, mettons. Okay. Puis c'est sûr qu'une entrevue en mode comportemental, moi j'ai fait en 3 séquences, mais au début, dans mon intro, je l'ai dit au candidat, ça va pas être une conversation. Des fois, je vais te challenger ou je vais creuser. Tu sets les attentes. Ah oui. Puis c'est pas pour t'écœurer, tu sais. C'est vraiment parce que j'ai 1h30 pour prendre une décision, puis j'ai une job à faire. Fait que je vais gosser sur ça. Puis c'est pas du tout dans une optique de peinturer dans un coin, là, je veux que ce soit le fun, mais j'ai quand même beaucoup d'éléments à valider, puis c'est important. Là, je rentre dans les questions en mode comportemental, puis écoute, j'en ai vu là, des entrevues, là, j'en ai fait, là, c'est à l'infini. Combien tu penses? Je sais pas, là. 5000? Ben, d'après moi, c'est en milliers. Si tu fais t'en fais 5-6 par semaine, 52 semaines, ça fait 15 ans. C'est beaucoup, là. C'est ça. Vas-y, dis, c'est quoi le calcul? C'est 2500. Je sais pas. Je suis pas capable. Attends, j'ai pas fait pendant longtemps. Fait que c'est ça. Puis j'en ai vu qui ont déraillé. Puis tu sais, quand tu fais de l'exec, mettons, tu sais, j'en ai eu, là, président de multinationales, moi, avec mon recruteur exec. La personne, elle prend le contrôle de l'entrevue, là. Tu sais, il arrive. Un jeu de force, de pouvoir. Bonjour, Pierre, enchanté, oui. Donc, moi, mon parcours, c'est important. Excuse-moi. Puis là, t'es comme, faut que tu réussisses, même si t'es plus jeune, t'as moins d'expérience, c'est des gens qui dégagent, qui sont imposants. Excusez-moi, à la fin, là, ça reste que je dois prendre une décision. Puis amener des recommandations à mon client. Fait que, c'est super important que j'aie un exemple concret d'une fois où vous avez eu à faire une restructuration, où la stratégie n'était pas claire, où vous avez eu à communiquer un message difficile. Puis là, je le tackle pour qu'il me montre. Puis là, à la fin, s'il n'a pas compris le jeu qu'on est en train de jouer, clairement que ma recommandation elle va aller dans le mauvais sens. Fait que ça, c'est la deuxième portion. Puis la dernière portion de l'entrevue, là, c'est le crémage. Là. Parce que là, c'est le temps de OK, loosen up. As-tu des questions pour moi? Ouais, bon. Là, tu peux poser parfois, c'est bien correct si tu poses 1 ou 2 questions un peu plus fluffy. Là,
on en a plein. Qu'est-ce que tu penses de la tentative d'assassinat de Trump? Mettons politique. On a une mouche, Ouais. nous autres, dans le studio, ça me trigger. À date, être ton bord. Mais tu sais, mettons religion puis politique, j'évite. Puis d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Dis-nous ça. Ah ouais, ça c'est full Dis-nous important. qu'est-ce qu'il faut éviter, man. Parce que moi, je suis pas tant bon. Tu peux te là, mettre dans le trouble, là, solide. Ouais. Puis il y a des candidats professionnels qui vont aller chercher l'argent là, parce que ça arrive. Là, Les candidats professionnels, ça veut dire du monde qui. Ils viennent, ils t'amènent sur des terrains glissants, puis après, ils font une plainte aux normes, puis tu commences à se règle, tu appelles ton avocat, puis il faut que tu payes. Ouais. La majorité du temps. Tout ce qui est discriminatoire. Fait qu'on parle de sexe, religion, les enfants, l'orientation. Écoute, Sud, nord-est, tu veux dire? Ouais, c'est ça, exactement. C'est extrêmement touché. Fait que ton small talk, puis toutes tes conversations, c'est température, comment ça a été pour te rendre, pas mal ça. Faut que ce soit boring. Puis là, j'espère que je me ferai pas faire une poursuite rétroactive. Là. Je m'en rappelle. Dans le fond, moi, pour pallier au fait que ça peut pas juste être moi, puis mon gut feeling, puis mes questions, il faut aussi que l'équipe, ou du moins les gens qui vont travailler avec, proches de la candidate, prennent une décision. On avait amené une personne dans un dîner, genre d'équipe. Ouais. Puis, tu sais, j'ai comme dit, hey, il n'y a pas d'agenda à part juste chit-chat avec l'équipe. Ouais. Comme si on faisait un dîner de tout le monde. Fait je dis, là, le monde, essaye pas de poser des questions pièges là, au gars qui est là. On est juste là pour chiller. C'est ça, voir le fit. Puis naturellement, dans les discussions, puis comment qu'on était, ça l'a parlé de, appelons ça, COVID, mettons. Puis là, man, le dude, il a dérapé, dude. Fait que là, qu'est-ce que tu penses que ça fait quand il dérape par là, puis que nous, on a du monde, mettons, qui sont plus par là. Là, t'en as qui te trigger, puis qui disent... Là, moi, j'ai vu tout ça aller, man, puis j'étais comme... Alright, genre, ça marchera on pas. Fait quoi, j'ai finalement... Tu peux pas fermer le micro, là, tu sais. Fait que, tu sais, au final, c'est une embauche qu'on n'a pas faite. Ouais. Puis peut-être que c'était moi qui étais dans l'erreur à ce niveau-là, ou que j'ai mal géré ça, mais... Ah, c'est touché. Qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire, ouais? Ben, c'est touché. Puis là, écoute, je suis pas avocat non plus, mais tu sais, à la limite, même, c'est même pas tant discriminatoire, là, c'est des opinions, puis ça peut froisser, puis finalement, ça ne fit pas avec la team, mais tu sais, je vais te mettre un sujet encore plus simple que ça, que je vois constamment. Puis bon, OK, ça a bien été pour te rendre, ouais. Là, le candidat lui-même dit, ouais, non, c'est parce qu'un matin, j'étais sur Rush, j'étais apporté des enfants. Ah, OK, t'as des enfants, combien? Ils ont quel âge? OK, good. On fait l'entrevue, on le prend pas. Pose une plainte aux normes. Écoute, j'avais des enfants, ils m'en ont parlé, ils m'ont demandé l'âge, puis c'est pour ça qu'ils m'ont pas pris. Là, ça vient me chercher dans ma peur. Là, ouais. Puis là, t'es comme, ben non, ça n'a pas rapport. On chit-chat, là, je m'en fous qu'il y ait des enfants. Plein de monde dans mon équipe qui ont des enfants. Mais là, en droit du travail, le fardeau de la preuve incombe à l'employeur. Fait que c'est toi qui dois prouver que c'est pas pour ça que tu l'as pas pris. Hey, t'as-tu envie de t'embarquer là-dedans? Fait que tu sais quoi? Ouais, ça, j'étais dans le rush, j'ai fallu que j'aille porter les enfants. OK, pas de problème. Au niveau de l'entrevue, slip avec la question, embarque pas là-dedans. Autre erreur de base. Je vais te poser 2 questions. Ouais, OK. Parles-tu anglais? Oui, Yes, I speak English. Parfait. T'as appris où l'anglais? Ah, tu sais, j'étais allé au Colorado, j'ai dit là-bas. Parfait. On rewind. Salut, ouais. Parles-tu arabe? Ouais. Où c'est que t'as appris l'arabe? C'est autant discriminatoire. Rentre pas là. On s'en fout qu'il l'a appris. Il parle-tu ou il parle pas? OK, c'est bon, je comprends la dose. C'est un terrain super slippery. Pour beaucoup de gens, c'est complètement anodin. Il n'y a aucune arrière-pensée. C'est pas du tout. C'est juste que tu es en terrain discriminatoire. Toutes les entrevues que j'ai faites, flashback dans ma tête. Ouais, c'est ça. Mais on s'entend. Mais ça arrive-tu plus dans des plus grosses compagnies? Peut-être plus des grosses compagnies. Je te dirais, il faut que tu aies quelqu'un aussi qui est assis au paulet pour prendre... Mais il y en a. Ben oui, il y en a. T'en as vu, toi? Ben oui. Ça existe. Mais toi, c'est à cause du volume d'exposition. Ben c'est ça, t'en as plein, puis ils sont frustrés parce que, tu sais, c'est pas je te faire dire, on s'entend, peu importe dans quelle entreprise, te faire dire, hey, merci Frank. Puis il y a une façon aussi d'ailleurs, là, quand tu refuses quelqu'un, mais tu sais, de dire, merci Frank d'être venu, mais on t'a pas sélectionné. Tu sais, il y a une portion de toi qui c'est un refus, là, c'est un rejet. Blessé. Tu sais, le recrutement, c'est de la discrimination. Tu discrimines un paquet de gens pour en choisir un. Mais en réalité, il y a façon de le twister de façon super positive. Déjà, la majorité des candidats, pour augmenter leur satisfaction des candidats refusés, c'est de donner un feedback réel, concret. Okay, ouais. Puis
productif. J'ai un co-founder. Il y a un founder qui est venu sur le pod qui fait ça aussi. Là. Envoyer le feedback constructif de pourquoi je ne te prends pas. Ouais. Puis je donnerais des règles super claires. Là. Check. Si tu as juste une conversation téléphonique, un feedback par courriel. Si tu as une rencontre en personne, prends le téléphone pour te donner le feedback. La moindre des choses. Hey, puis comment... Ouais, excuse-moi, je t'ai interrompu, vas-y. Non, comment mais tu donnes du feedback de refus sans te mettre dans la marde ou sans blesser l'autre personne, genre? Bon, mais tu parles de marde, moi, je ferais une sandwich de marde. Fait que généralement, je commence en me disant « Hey, Frank, merci pas d'être venu me rencontrer. Je sais que tu as pris du temps de ta journée, tu t'es déplacé. Tu sais, j'apprécie vraiment. Puis, on a beaucoup aimé tel élément. Ceci étant dit. Puis là, tu restes en entrevue comportementale. C'est ça qui est génial. C'est que là, tu as des vrais éléments. Et tout ton wording est important. Puis la personne, elle va spinner ces mots-là là, pendant les heures à venir. Puis c'est full important, les mots que tu utilises. Malheureusement, on est allé de l'avant avec quelqu'un d'autre parce qu'au niveau de tel élément, tu n'as pas été en mesure de nous montrer concrètement comment tu l'avais fait. Puis malheureusement, on a dû aller vers quelqu'un d'autre. Fait que là, je viens de te donner quelque chose de super concret. T'sais, nous, la tolérance à l'ambiguïté est extrêmement importante. On est une start-up, il n'y a pas de politique. On a remarqué que tu as travaillé dans beaucoup de grandes boîtes, puis il y avait beaucoup plus de structures puis de règles établies. Malheureusement, ça nous a fait un peu peur, puis on a préféré aller vers quelqu'un d'autre. Peux-tu dire qu'une autre personne répondait mieux à des critères en fonction de son expérience? Ouais, puis je te dirais même, c'est pas tant... Généralement, c'est comme un baume un peu parce que il y a quelqu'un qui a vraiment ressorti de l'entrevue, puis on est allé de l'avant. Ça se dit. Oui. Puis à ce moment-là, tu remercies la personne, puis as-tu des questions, du feedback? By the way, on va rester en communication. Il y a toujours des postes chez nous. On ne sait jamais. Parce que même si c'est pas un bon candidat, moi, je dis aux gens, mettons, tu fais ton intro, en entrevue comportementale, ça se passe mal. Comme fail. Puis après, là, 20 minutes, une demi-heure, tu le sais, là, ça ira pas, tu sais. C'est correct de shorten un peu l'entrevue. Tu n'as pas de temps à perdre, tu veux pas non plus comme... Georges m'avait appris ça. Ouais. Georges était très bon. Mais pas trop. Mais là, après, devant toi, tu as un customer, tu as un possible ambassadeur, puis tu as quelqu'un qui t'a perçu à un moment de sa vie comme un employeur de choix. Fait que ça va être quoi son expérience? Parce que lui, là, il part de là, puis là, il connaît un peu plus ta business. Il s'est rendu dans vos bureaux, il t'a rencontré, puis tout. Fait que prends le temps de switcher l'entrevue un peu en mode vente. Moi, je disais souvent chez Keurig, parce que les gars de vente, là, c'était une gang où genre, pas bon, fuck all, bye. Tu sais que le gars, il repart chez eux, là, puis dans sa tête, Keurig, là, il l'a loin. Là. Là, quand il va arriver jusqu'à Asine Tower, puis avoir une Tassimo, puis une Keurig. Penses-tu qu'il va passer avec la Keurig? Il va prendre la Tassimo, puis là, il va dire au monde, j'ai Keurig, ils m'ont fait perdre mon temps, puis ils m'ont mal reçu. Mais Guillaume, justement, de Tola, là, si le monde veut aller l'écouter, il disait, tu sais, man, des fois, les gens que je refuse, puis que je leur explique un beau feedback constructif par Loom, c'est des gens qui me réfèrent d'autres gens, tu sais, carrément, genre. Ouais. Ou qui vont faire un fit plus tard. Fait que, de finir ça avec grâce, avec classe, c'est même pas juste pour être altruiste, puis empathique, puis fin, c'est même stratégique, tu sais, genre. Totalement, puis il peut te référer des clients. Il peut être un futur client. Hey, tu sais pas, dans 2 ans, tu vas te pointer pour faire un fit. Clients, pas juste des employés, ça. Fait que moi, je dis à mes clients, soyons bien précis sur notre feedback. Parce que je dis, tu sais, il n'y a pas de fit. C'est ça qui est touché aussi. Là. Parce que là, c'est un peu plus personnel, la personne, pas de fit. C'est que ça l'ouvre une porte à... C'est large, c'est pas concret. Que ça revient à la base que tu nous as donné, qui est genre, man, faut que tu aies des compétences, des hard skills ou des soft skills là, qui sont très bien définis, sur lesquels tu peux t'appuyer pour prendre une décision, qu'elle soit positive ou négative, et communiquer cette décision-là aussi. Puis tu sais, un entraînement de comportemental, ça se prépare. On s'en parle, on liste les éléments importants, on bâtit des questions en mode comportemental, basées sur le passé ou je. Puis après, on se fait un petit scoring card. Là. Puis de là, on est capable de dire, hey, check. Tu vois, généralement, quand tu appliques cette méthodologie-là, ça devient toujours un peu plus clair, un peu plus structuré. Tu es moins dans le on fait quoi? Puis, tu sais. Mais Seb, juste un dernier challenge sur cette parenthèse-là qui était énorme finalement. Mais non, mais c'est juste. Non, mais Chris, on a un expert, là, je vais en profiter pour en parler. Là. Y a-tu aucune valeur ou juste comme pas assez de valeur aux trucs hypothétiques, aux mises en situation, aux futures situations en question d'entrevue? Ben, ce que tu vas aller évaluer avec cette personne-là, c'est sa répartie, sa capacité de communication, son intelligence horsepower de te snapper des exemples bien vite. Mais on dit souvent, moi,
Mais David me dit souvent, tu sais, moi, fais-moi passer une entrevue de dev, je peux probablement m'en sortir pas pire parce que j'en ai tellement fait, je sais c'est quoi la bonne réponse, moi, le structuré. Si j'ai un intervieweur un peu mal préparé, il va prendre, sortir de là en disant Crème, il est solide, ces exemples, ça coche. Mets-moi devant l'ordi après. Ouais. Comme tu freeze. Fait qu'il faut faire attention. J'enlèverai pas complètement la partie de l'intuition parce que, comme je te dis, tu vas avoir des entrevues des fois. Puis écoute, j'ai fait des erreurs moi-même de recruter des recruteurs où je sors de l'entrevue puis je suis comme il a répondu parfaitement à tout. Puis imagine, recruter des recruteurs. Ça, je fais la journée longue. Là. J'ai eu 100 employés qui ont travaillé chez Sourcing. 4D chess. Il doit venir là, avec tes questions. Là. Il est comme, vas-y, shoot. Fait que, tu sais, c'est tough. Puis là, tu sors de là et tu dis, j'ai aucune raison de le refuser. À quoi qu'il me gosse, tu sais? Puis là, on n'est pas capable de le verbaliser, on le spin. Puis il y a des fois, on a dit, moi puis David, avec FX, you know what? Let's go, stick. Go. On fait l'embauche. Puis là, des fois, après, tu t'en mords les doigts, tu te dis, stick. Là, je le pogne, c'est quoi, là? Après plusieurs mois qu'il est chez vous. Puis là, ça fait mal, là, tu sais. Fait que. C'est bon pour le reste de l'audience qu'un recruteur admet à lui aussi. Tu peux pas avoir 100%. Il y a une phrase là, qu'on utilise beaucoup en recrutement. Là, en cas de doute, tu t'abstiens. Si t'as un doute, là, t'es comme, prends pas le gamble, passe. Dernier exemple, mais ça va donner aussi, c'est que ma matière première, la personne qui est en face de toi, c'est un humain, puis il peut changer. Il peut mal évoluer, il peut se passer des trucs dans sa vie. On a eu un processus avec un client dans le pharma, hyper niché. Profil là, vraiment tough à trouver. PhD, vraiment niche. On trouve le candidat. Tu checkes la description de poste, tu checkes son background, c'est un copier-coller. Parle au gars, super sharp, il répond à tout. On passe en entrevue. Écoute, on sort de l'entrevue, on est comme wow. Présente au client, le client est comme OK, vous êtes des machines, j'aurais jamais pensé. Tout le monde est genre, let's go. Le gars commence. Après 2 semaines, 1 mois, le client nous appelle, puis sinon, on offre des garanties. Là, après 3 mois, quand on est en recrutement, là, à pourcentage, là, il nous rappelle, il dit ça se passe pas si bien. OK, mais c'était une star. Ouais, mais il n'est pas engagé, on le file pas, il arrive en retard dans les meetings. On sent on sait qu'il y a des trucs qui se passent de son côté dans sa vie, mais comme nous autres, là, c'est important, ce poste-là, c'est critique. Appelle le candidat, maman. Puis là, il commence à nous expliquer, ma mère est décédée subitement. Je me suis ramassé avec la succession. La merde est pognée entre les frères et sœurs. Ma carrière, là, c'était ma priorité, mais là, en ce moment, là, je veux un moment, je suis désolé. Là. Puis il comprend, mais là, j'ai le client qui fait ouais, c'est bon, mais moi, c'est business, là. Faut que ça roule. Là. Puis là, c'est vous autres qui m'avez embauché. Ça m'a coûté de temps. Puis là, il commence à te piner. Là, t'es là. Ouais, mais moi, j'ai pas posé de questions sans moi en entrevue. Là, Puis là, c'est les circonstances de la vie qui font en sorte que là, ça a chier. Ils l'ont remercié dans la période de 3 mois. Tu as le droit. Là, nous, on se ramasse avec la garantie. On sort pas avec un poste impossible. Le client est effroissé. Le candidat est pas content. Il dit, j'ai lâché une job que j'ai aimé pour aller là. Puis là, il me claire après 3 mois, je peux pas retourner chez moi. Là, c'est un shit show. Tout le monde perd. Ouais, puis là, t'es assis là, t'es là. Mais comment je pouvais le savoir? C'est impossible. Fait que tu peux pas avoir 100%. Là, c'est chaotique, la dimension humaine de tout ça. Ben oui, tu sais. Puis là, on va switcher de vitesse un petit peu. Aujourd'hui, le produit numérique, Collab, fait partie comme de ta réalité entrepreneuriale. Comment tu fais pour soit bien t'entourer ou développer tes skills ou les skills de gens dans ton équipe pour bien orienter, mettons, le futur de ce produit-là? Genre? Ouais, c'est une super bonne question parce que, comme je l'ai dit au début, on s'improvise, là, nous, vraiment. Là, puis j'ai aucune prétention d'être calé là-dedans. Moi, à base, je gère une boîte de service. Puis l'outil est arrivé pour nous aider. Puis ultimement, c'est devenu un peu plus un produit. Puis là, depuis janvier, on vend des licences. Fait que bien s'entourer, tu l'as dit. Spectrum, là, je ferais pas du placement. Mais Ali, il connaît tellement bien de l'outil, il nous a aidés, il nous donne beaucoup de trucs pour que ça se fasse bien. Dans l'équipe, ben là, j'ai mis des subject matter experts. Fait que dès le début, FX dans notre équipe, qui est un chum d'université avec qui j'ai travaillé au cirque, qui est chez Sourcing depuis 8 ans, 9 ans. Il était dans tous mes meetings de fournisseurs. Il connaît l'app de fond en comble. Je dis à FX, gère l'opérationnel,
les bugs, le plan de développement, puis tout. Moi puis David, on est impliqués évidemment sur tous les meetings. Puis on n'hésite pas à aller chercher de l'aide. Fait que, de payer une firme externe qui va faire une analyse de marché pour nous. Après ça, de se prendre un consultant pendant quelques mois qui est assis dans un bureau chez nous, qui est un ancien product owner qui va nous amener à bien mapper puis scaler le truc. Là, j'ai accès à des cerveaux en tech à cause de ton réseau. De mon réseau. Fait que là, on fait un focus group pour tel feature valide avec tel client qui l'utilise. Tu sais, j'ai des clients qui utilisent Collab depuis 2018. Puis même s'ils ne payaient pas, je veux dire, ils sont dedans régulièrement. Ils ont fait des dizaines de projets dedans. Donc, ça se retrouve à être des ressources inestimables d'informations. Et là, tu sais, dernièrement, mettons, je rencontre la gang de Move AI. On parle avec eux, ils ont besoin d'aide en recrutement. Je pitch le service. Mais là, en pitchant le service, je n'ai pas le choix de share mon screen avec Collab. Je vais vous snapper profil, vous avez accès à ça. Là, les recruteurs sont comme « Hey, c'est vraiment hot, ça. Il faudrait montrer ça à notre boss. » OK, go. Là, le boss jump en meeting, il regarde ça, il est comme « Hey, wow, c'est hot. Y a-tu de l'AI un peu là-dedans? Pouvez-vous développer de l'automatisation? » Je suis comme « Je sais pas. » Il dit « Ben là, check. Tu fais du recrutement pour moi. As-tu l'intérêt à checker nos ateliers découvertes? On peut peut-être vous aider à mapper comme il faut. » Je suis comme « Go! Combien ça coûte? » On le fait. Fait que, tu sais, on a ces opportunités-là. Parce que moi, ça reste quand même un sideline, un bonus. C'est ça qui me chicote. Feather on our hat pour l'instant. Parce qu'on fait de l'argent avec sourcing, c'est ma priorité, c'est là où je passe la majorité de mon temps. Mais Collab se développe on the side. Probablement beaucoup plus lentement, beaucoup moins sharp que si on disait OK, on spin-off, on essaie de rentrer de l'investissement, ou nous, on met du cash, on y va. T'sais, on l'a financé via notre c'est Bootstrap, là, via notre cochon sourcing, à chaque année, on met de l'argent. En 2018, on a commencé à claimer des shreds. Là, ça nous aide. Fait qu'à chaque année, on rentre plus de features, on claim des shreds, puis là, on a parti nos roues avec ça. Puis on a des clients qui nous aident. Fait là, vous avez des. Fait que là, comment fonctionne l'acquisition client pour Collab? C'est vraiment genre des clients de SourceSync? Ouais. Ou du bouche-à-oreille, ça a-tu commencé? Ouais, un peu, mais c'est beaucoup des clients sourcing. Dans le fond, un des trucs qui est ressorti de l'étude de marché, c'est que même si tu offres l'outil sans avoir le service ou le support, nécessairement, les gens manquent quand même de temps puis ils n'ont pas toujours les skills pour l'utiliser au maximum de la capacité. Fait qu'en pimpant avec le service, ben là, tu crées beaucoup plus de satisfaction de l'outil. Ouais. En utilisant l'outil, ultimement, il y a des fois où tu vas créer des pipes, tu vas dire il est dry en tabarouette, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Je vais contacter SourceSync, ils se plug in, ils me font un sprint de 4 semaines, ils me boostent le pipe. Après, je le gère, puis je paye la licence. Fait que c'est un peu une dualité où le service et le produit travaillent main dans la main. Puis ça a été la conclusion de l'étude de marché 2022 qui nous ont fait le plan de match. Puis on dit il existe un paquet d'outils de sourcing, de consolidation d'informations, de recherche, des AI qui fait du sourcing, des ATS. Il y en a. Fait que votre force peut être le service avec l'outil et l'outil avec le service. T'sais. Puis moi, ça fait... un productized service un petit peu? Ou... Ça fait 6 ans qu'on faisait pas d'argent avec ça. Là. En fait, on pissait de l'argent chaque mois pour comme le développer. Puis là, tout d'un coup, oups, là, on commence à faire de l'argent avec. Fait que moi, je le vois comme bonus. Puis c'est sûr que ça crée de la valeur. Là. Parce que c'est quoi ton plan pour les prochaines années? Parce que moi, j'ai 37 idées. Là, ouais. On s'en reparlera. Ouais. Mais honnêtement, cette étape-ci, c'est de continuer à développer Collab avec des features pertinents. Pas s'accrocher les pieds sur des trucs cool, mais qui n'ont aucune valeur. Améliorer la productivité de mon équipe. Augmenter l'expérience client. Là, l'affaire, c'est que je fais des fois d'une pierre deux coups parce que si je rentre un feature qui fait en sorte que mes 30 recruteurs sont plus efficaces, je suis plus rentable. Exact. Et by the way, c'est bien plus cool pour mes clients qui utilisent la plateforme. Fait que là, nécessairement, fait que tu pars une wheel qui s'accélère sur la pertinence des features. Mais tu sais, écoute, Pioli a assisté à certains des meetings. Des fois, j'ai 2-3 recruteurs qui vont me sortir. Parce que moi, l'affaire, l'outil, il est battu par 30-40 des top recruteurs. Exact. Day after day, depuis 6 ans. Là. S'il y a quelque chose qui pète, avant même que mon client il le voit, nous autres, on s'en rend compte, on est comme « fuck, ça marche pas ». Fait que là,
des fois, les recruteurs, ils s'excitent avec des trucs, ils sont genre, hey, ça serait cool si je pouvais avoir telle affaire. Là, ah ouais, j'avoue. Là, ça spin. Là, dans le Slack channel, ça sort. Là, FX, il regarde ça. Ah ouais, mais ça dans Asana. Là, Oli, il regarde ça. OK, on pourrait le développer. Là, ça va coûter tant. Là, moi, je pars, je m'en vais à Québec. On s'assoit dans le meeting. Puis là, à un moment donné, je suis comme, attends une minute, là. Concrètement, là, on est en train de tout s'exciter, là. Ça marche pas, ça. On va pas en vendre plus. Puis l'équipe, c'est cool, mais comme, on est en train. Là, j'arrête tout. Là, le mapping est fait. Là, des fois, ils sont genre, sérieux, je suis comme, shut down. On arrête ça. On le fait pas. Là, Lee, ah ouais, non, oublie ça. On va devoir oublier tout ce qu'on t'a dit. Parce que là, c'est du gros crémage. On s'excite sur des affaires. Ouais, mais c'est ça, c'est que vous êtes dans un drôle d'équilibrium là, entre le modèle d'affaires de sourcing puis le potentiel modèle d'affaires de collab. Ouais. Fait que je me demande, tu sais, mettons, dans l'étude de marché, là, des boîtes de sourcing et de recrutement, il doit en avoir beaucoup. Oh, ça doit être un TAM. Ouais. C'est ça. Fait que je me dis, genre. Maintenant, Après, ça dépend de ta vision, ta psychologie, ton ambition personnelle, puis à tes partners, évidemment. Mais genre, en termes de scale ou de volume d'affaires, probablement que si tu commercialisais Collab super bien, puis tu le vendais puis tu l'implémentais dans toutes ces boîtes de services-là, mettons en Amérique du Nord ou plus, francophonie, peu importe, ça pourrait être une crise de grosse business. Là. Totalement. Mais l'idée de Bootstrap, parce que, tu sais, Sourcing est rentable depuis premier mois. Oui. Fait que là, tu roules ça, ça marche. C'est sûr, c'est pas des croissances exponentielles comme des SaaS et tout. C'est une croissance organique. Tu as plus de clients, tu embauches plus de monde, tu as plus de monde, tu as plus de clients. Puis là, ça roule, ça va bien. Là, tu pars un outil, tranquillement, tu vends des licences. Puis là, ultimement, tu génères assez de cash pour dire, peut-être qu'on peut commencer à regarder pour booster notre marketing, puis avoir un peu plus de monde de vente. Puis, tu sais, moi, Spectrum, pour l'instant, je roule avec eux pendant un bout, puis je les adore. Mais tu sais, si à un moment donné, tu génères assez d'argent pour dire, hey, tu sais quoi? Il y a moyen de l'accélérer de plus en plus. Tu as le service qui back la tech, puis la tech qui booste le service et vice-versa. T'sais, à ce jour, on fait des mandats de sourcing en Corée du Sud, on en a aux États-Unis, on en a en Europe, on en a partout au Canada. Je pourrais avoir 150 sourcers à Montréal qui snappent des profils dans Collab, on vend des licences. On a c'est ça, on a de la place pour scaler le service aussi. Ben oui. Ouais. Moi, j'ai des clients là, actuellement où Michigan, Floride, j'en avais un à Corée du Sud qui est une immense multinationale canadienne. On a fait le mandat en Corée du Sud, en France. Puis là, tu sais, je bill en euros, en US, en canadien. Tous mes recruteurs sont ici à Montréal ou à Québec ou à Toronto. Puis on a du fun en tabarouette. On fait du sourcing, des sprints de 4 semaines, revenus garantis. Puis là, tranquillement, pas vite, depuis janvier, là, c'est super. Là, tu vends des licences. Fait que là, tu as du recurring tranquillement qui rentre. Fait que ça, c'est l'évolution naturelle dans. C'est très cool. Ouais. C'est des beaux défis, anyway, tu comprends? Ouais, c'est ça. C'est des beaux problèmes ou / opportunités. Là. C'est pas. C'est très cool. J'ai hâte de voir ça va aller où. J'ai le goût de faire une lightning round pour closer notre entrevue. Ça te tente dessus? Ben ouais. Puis là, c'est soit des choses que j'ai pas eu le temps de te poser comme question. Ouais. Ou que je vais freestyler. OK, c'est bon. C'est bon? Puis là, il faut que je réponde quick, là. Quand même. Ouais, ça, c'est tough. Qu'est-ce que tu penses de l'assassinat de... Attends une minute, là. Ça. Là, il est correct. Qu'est-ce qui a le plus changé à propos de ton rôle de CEO, de co-founder, quand tu as starté Sourcing aujourd'hui? Le plus gros contraste? Ben, c'est sûr que je suis un peu un has-been sourcer maintenant. Là, j'ai beaucoup moins les mains dans les recherches booléennes puis tout l'opérationnel. Je pense comme n'importe qui le vit, ta business scale, t'es un joueur, puis à un moment donné, tu deviens le capitaine, puis à un moment donné, t'es le coach, puis le GM, puis à un moment donné, tu gères la business. Là, fait que, ouais. C'est réalité un peu du day-to-day opérationnel versus stratégique. Mais j'aime ça, tu sais. Ça, tu le sais pas tant que tu le fais pas. Fair. Fait que, tu sais, tranquillement, pas vite, tu rentres le côté d'affaires puis tout, puis là, t'apprends puis tu tripes. Fait ouais. Un green flag en entrevue. Quelqu'un qui répond aux questions. Directement, genre. Situation, action, résultat. Il s'est passé ça, j'ai posé telle action, ça a été résultat. Okay. T'es comme, OK, wow. Un red flag, mais pas l'inverse de ça. Écoute, je dirais quelqu'un qui parle énormément. Ben, c'est un peu l'inverse. Là. J'allais dire quelqu'un qui parle énormément, mais t'as pas le jus. Tu sais, il y a des fois des entrevues où tu vas sortir de là,
T'es comme... T'es fait beurrer. Hein? Ouais, je me suis fait étourdir, là. Il a pris le stage, là, puis je sais pas qu'est-ce qui vient de se passer, tu sais. Généralement, là, ça sent pas bon. Qu'est-ce qui est le plus dur à propos de travailler avec toi? Je pense que je suis quelqu'un qui gère beaucoup au feeling, comparativement aux entrevues. Fait que je peux arriver avec des idées des fois, puis des curveballs. J'y tiens, mordicus, puis je gosse avec ça, mais les gens, des fois, ils savent pas trop d'où ça vient, parce que j'ai pas expliqué mon processus mental depuis des mois. Fait que les gens pourraient te dire que, tu sais, ça arrive, là, que je rentre au bureau. T'as-tu 2 minutes? Hey, clic, clic, on ouvre un bureau en France. Tac, tac, tac. Là, ils sont genre, hein? Mais là, ils sont comme, mais de quoi, tu sais, mais ils savent pas. Je parle à plein de monde, puis tout. Collab. Tu sais, c'est des trucs où des fois, j'arrive avec un... Qu'est-ce qui te gosse le plus en HR Tech? L'indécision. C'est ce qui est tough parce que, surtout en tech, il y a un élément technique, les tests techniques. Puis des fois, tu te demandes pourquoi ça va aussi loin. Parce que oui, tu coupes un paquet de pas bons, mais faut pas que tu oublies, tu discrimines des bons quand même des fois. Puis de vouloir, j'aimerais ça en voir plus. Puis on va y penser, puis on t'en revient. Ça bouge tellement vite en tech, là. Tu trouves quelqu'un, il est sharp. Snap-moi une offre, là. Quelle heure, là? 5 heures. Sors l'offre avant 6. Donne-y 24 heures pour te répondre. That's it. Okay. Shit or get off the pot. Tu sais, quand t'as un bon candidat, là, il est pas disponible longtemps, puis il y a un momentum. Fait que l'indécision fait tellement mal aux gens, puis ils réalisent pas souvent. Puis le candidat il choke, ou ça a été trop long, ou bon, tout le monde perd le momentum. Ce qui peut être un peu paradoxal ou contradictoire, parce que des fois, prendre les mauvaises décisions, ça coûte vraiment trop cher. Ouais. Mais ne pas en prendre peut coûter cher aussi. Fait que c'est comme... ça revient au cadre. C'est un cadre décisionnel avec tes compétences. Puis ouais. Moi, puis toi, on se dit, hey, il est sharp. Ouais, il coche toutes les boxes. Toi, tu l'aimes. Ouais, je l'aime. Parfait. Là, faut vitesse grand V, sortir un offre. Hey, écoute, merci pour l'entrevue. Je texte, là. T'as-tu 2 minutes à soir pour qu'on se parle? Ou demain matin, c'est important. J'ai beaucoup aimé l'entrevue. On est prêt à te faire une offre. Voici les grandes lignes. Je sais qu'il faut que tu prennes le temps d'y penser. Je t'envoie les détails. Je m'attends une réponse pour telle heure demain, si tu es correct. OK, tu vas me parler à ta blonde, pas de trouble. Tu peux-tu me revenir à telle heure? Parfait, j'attends tes nouvelles, c'est vraiment important. Okay. Des fois, là, on perd tellement de temps puis pour rien, tu sais. Qu'est-ce qui est le plus tough dans ta business en ce moment? Ben, c'est sûr que tu le sais en service, tu es toujours en train de courir après ton prochain mandat, tu sais. Fait que t'as pas de récurrence comme les SaaS. Puis, tu sais, d'ailleurs, avec Collapse, c'est que tu peux venir stabiliser une partie de tes revenus à ce niveau-là. Mais c'est ce qui est tough parce que tu as constamment des wins puis des loses. Fait que c'est des montagnes russes qui sont extrêmes. Parce que tu peux te claquer le plus gros mois de ton histoire, puis le mois d'après, courir après client pour réussir à closer le mois. T'sais. Fait que c'est ça qui est le plus tough. Okay. Mais avec le temps, tu finis par te créer une carapace un peu où tu navigues un peu plus soft. Parce que c'est sûr, quand tu startes les premiers mois, quand ça rentre, t'es genre, je l'imprime, c'est écœurant, je vais toujours en faire. Puis là, t'as un mois de tête, t'es genre, je pense que c'était juste un feu de paille, c'est fini, c'est terminé. Puis là, tu tombes en dépression. Puis là, le mois d'après, si je suis dans le jus, faut que je dise non aux clients. C'est côté-là, là, tu sais, vraiment, il est tough, mais avec le temps, tu deviens un peu plus... Qu'est-ce qui est le plus fun dans ta business en ce moment? Ben, nous autres, c'est que tu apprends tous les jours, tu rentres dans le détail des jobs de 600 clients différents dans un paquet d'industries à des niveaux, à tous les niveaux. Fait que j'ai des clients, là, Coveo, Lightspeed, Danone, Dollarama, Pomerleau. Tu es dans plein d'industries. Puis là, une journée, tu vas parler avec un vice-président exécutif sur la planification stratégique de cette multinationale-là à 100 000 employés cotés en bourse. Puis le lendemain, tu es assis avec 3 gars qui viennent de lever 5 millions, puis là, il faut qu'ils embauchent des devs, puis ils savent pas quoi faire. Fait que c'est vraiment le fun, parce qu'à tous les jours, t'es comme... T'apprends, tu sais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre SaaSpace plus utile pour toi ou ta team?
Ben, c'est sûr que nous, on a toujours ce petit syndrome-là de l'imposteur au niveau des SaaS à cause qu'on a starté Collab, via une boîte de service, on n'a pas un background tech. Fait que, tu sais, je pense que ça se passe. Ben, déjà qu'on se connaisse, c'est cool parce que on est dans l'écosystème par la bande avec sourcing. Absolument. Mais là, on a l'impression de mettre le pied un peu dans l'écosystème via Collab, mais avec une sort of légitimité. Là. 100%. Ouais. Fait que juste continuer ou de faire ce qu'on fait ou c'est ça, ben de m'inviter au pod, moi j'ai merci puis félicitations pour le 100e épisode. Merci, puis merci aussi pour ton 10 000 pour participer au pod. Ça fait plaisir. Écoute, je vais écrire à Maude, je t'envoie ça. Puis ben c'est sûr que nous, de participer aux événements et d'être dans l'écosystème, ça nous aide à en apprendre sur le truc. Fait que juste ça, c'est 100%. Bon. Ouais. Mais je pense aussi que vous avez genre un wealth, une quantité de savoir-faire, d'expertise en RH que, man, c'est pas tout le monde qui l'a là, en SaaS. Là, genre, surtout quand t'es pas structuré. Tu sais, les worklips de ce monde aujourd'hui, ils sont bien instrumentés en RH à l'interne, là, autant leurs tools que leurs talents. Ouais. Les founders qui commencent ou genre les premières personnes RH qui rentrent dans une startup qui vient de recevoir le cash, comme tu disais, c'est bon d'avoir du monde à qui on peut poser des questions comme toi. Oui, totalement. Puis sans même que ce soit des clients ou des mandats, on en mange puis on tripe de faire ça. Oui, exact. Tu vas avoir une conversation là-dessus. Ouais. On est partenaire de Montréal International depuis des années. Puis, tu sais, Montréal International ont le mandat d'attirer des talents internationaux et des investissements internationaux. Ouais. Fait que ça arrive souvent qu'ils vont nous introduire des business italiennes, grosses ou moyennes ou petites même. Puis là, les gens viennent ici, puis ils veulent juste comprendre comment ça marche. Tu sais, c'est quoi les règles du travail, l'embauche, le marché du talent, comment ça se passe. Tu sais, nous, on va s'asseoir une demi-heure, une heure avec eux dans l'optique de leur expliquer. On va pas leur vendre des mandats. Là. Ouais. On est comme, nous, on fait ça à journée longue. Voici, si j'étais vous, ce que je ferais. Puis, fait que, tu sais, même avec l'écosystème des startups ou les gens qui n'ont pas d'équipe à l'interne, puis des fois, ils ont l'impression d'improviser. T'sais, en nous écrivant, on va prendre un café, on chit-chat, je te donne une base. T'sais, je ne vais pas te rentrer un process comme je fais, mettons, avec Dolorama ou Olimel, ça n'a pas rapport. Mais je suis capable de dire, check, moi, si j'étais toi, mon network, c'est mes ambassadeurs, clic, je t'organise ça de même. Ça ne te coûte rien, c'est simple. Puis as you scale, là, tranquillement, tu t'adaptes. Fait que s'il y a du monde qui ont des questions côté RH, embauché en tech, whatever, ils peuvent te pigner sur LinkedIn? Ben oui, ouais, je suis toujours sur LinkedIn. C'est assez savant. T'as-tu des shameless plugs? Du monde, tu fais embaucher, rencontrer, des trucs que tu veux promouvoir? Ben écoute, à part Collab et sourcing, je pense que c'est beaucoup. Là. Je veux pas abuser de ça. Abuse autant que tu veux, man. Écoute, je bois du BI, ça, c'est mes amis qui... Let's go! Fait que... C'est nice! Ça, c'est quoi, dans le fond? Explique-moi non. Ben dans le fond, c'est comme beaucoup plus santé qu'un Gatorade. OK. À base de sirop d'érable. Puis c'est tous des anciens athlètes. Fait que Bruno Gervais, Max Talbot, son partenaire avec Étienne Boulay. Okay. Puis ils viennent de partir ça. Puis ça va super bien leur affaire. Puis c'est excellent. C'est vraiment bon. Très sucré ou? Non, pas du tout. Pas du tout? Non, le but, c'est que ce soit santé. Fait que même pour les enfants et tout, c'est pour... Parfait, ça. Vois-tu, je sors de chansons de boisson. Oui, man. Je collabore aussi avec Apple. Ouais, c'est ça, exact. Dude, merci pour ton temps. C'est toujours un plaisir de chatter avec toi, mon vieux. Merci, Frank. Merci. Yes. Alright, folks, la job du mois de novembre, ça se passe chez Kimobi, un leader de l'engagement client dans l'industrie automobile en Amérique du Nord. Il booste entre autres les comms et la rétention client chez les concessionnaires. Fait que des marques comme Ferrari, BMW, Porsche, ça roule sur Kimobi. See what I did there? Kimobi cherche une directrice ou un directeur des ventes. C'est une business de Québec qui a bootstrappé au-delà de 10 millions de revenus annuels récurrents, au-delà de 10 ans, c'est insane. Une équipe qui est bien rodée avec une stack de vente moderne, puis des belles opportunités de carrière pour la team vente aussi. Pour voir derrière les rideaux un peu, checkez l'épisode 102. Mais sinon, checkez surtout l'offre d'emploi et mon entrevue avec le co-founder et CRO Alex sur saspace.com/lajobdumois. Félicitations, vous vous êtes rendus jusqu'à la fin de l'épisode et vous méritez maintenant l'outro custom de Frank. J'ai une coupe de call to action. Ça se passe, c'est une business d'amour. On met de l'effort, de l'énergie, de l'argent aussi. Si vous voulez nous aider, il y a un paquet de trucs que vous pouvez faire. First, on investit beaucoup dans l'infolettre. Donc, chaque semaine, je fais des éditoriales où est-ce que je creuse dans un sujet puis je me gêne pas de dire les choses comme elles sont. Vous pouvez vous abonner sur le site web, saspace.com. Il y a l'onglet infolettre. Puis il y a aussi la call to action box à la fin de la page d'accueil. Donc, checkez ça. Sinon, si vous avez un SaaS au Québec, vous pouvez l'inscrire à notre index.
SaaSpace.com, il y a un gros bouton mauve ajouter votre SaaS. Il y en a plus de 300. Si vous suivez pas déjà le pod, allez le faire sur Spotify, Apple Podcasts, sur YouTube. Puis si vous pouvez nous laisser un review, ce serait vraiment smart. Ça nous aide à être plus découverts. On a un job board aussi. Si vous voulez poster une job ou trouver une job en SaaS au Québec, SaaSpace.com/emploi avec un S. Un gros merci à tous nos partenaires certifiés qui financent et supportent beaucoup SaaSpace. Vous avez Léviat Légal pour tout ce qui est avocat, droit, besoin dans ce genre-là. Le Chiffre pour finance, fiscalité, comptabilité. Baseline pour tout ce qui est accompagnement en AI. Vous avez Coveo, un employeur certifié qui offre des carrières de feu dans un scale-up. Fait que merci à ce monde-là, encore une fois. On fait aussi des événements en présentiel très cool, souvent presque tout le temps sold out. Vous pouvez nous suivre sur Eventbrite pour être au courant de ça, ou on en parle sur le pod aussi. Et puis finalement, last but not least, suivez-nous sur les socials, donc LinkedIn, Instagram. C'est là qu'on poste toutes les nouvelles sur la compagnie, mais le nouveau content qu'on fait aussi au niveau du pod, des events, etc. Fait que c'est ça. Merci d'avoir écouté jusqu'à là. Cheers!